Bonjour et bienvenue sur Synergie, votre podcast ciné-série où vous êtes le moteur. Au programme aujourd'hui, préparez-vous, on a de gros dossiers sur la table. On commence par décortiquer tout le plan marketing plus ou moins rempli de spoil avant la sortie d'un film, que ce soit bande-annonce, teaser, extrait exclusif, mais aussi des déclats des artistes. Coucou Gilles Lelouch. On basculera ensuite côté petit écran pour analyser ce qui fait le sel d'une bonne série, ses antagonistes. Qu'est-ce qui les rend si mémorables ? Puis, place au gros débat de l'émission. Suite au carton historique des films Obsession et Backrooms, on va s'interroger sur la transition des youtubeurs vers le cinéma. Enfin, on terminera sur une tendance du box-office, le retour en force massive des films historiques basés sur la Seconde Guerre mondiale. Tout ça dans la joie, la bonne humeur et avec pas mal de tirs envoyés de part et d'autre de la table. Accrochez-vous, ça commence juste après ça. Avec nous, nous avons Aquila, Bonjour. Franck, Bonsoir. McFly Salut à tous. et Mélar. Salut tout le monde. Nous aurons aussi Odd09 et Virgile qui nous rejoindront plus tard dans la discussion. Du coup, sans plus tarder, on va commencer par le premier thème, à savoir votre lien avec les déclarations des réals, des acteurs, des bandes annonces, et qu'est-ce que vous faites avant un film. Mais là, je te laisse présenter. Franck. Franck, je te laisse présenter. Ah oui, alors attendez, non, moi je suis pas du tout prêt. C'est bien. Alors, mais je sais même pas pourquoi on a mis ça dans actualité. D'ailleurs, Je peux essayer d'introduire un peu. En fait, j'ai amené ce sujet dans les actualités parce que je suis encore tombé sur une énième bande-annonce de Spider-Man qui ah arrêtait oui, pas de popper sur les réseaux sociaux. C'était un peu chiant. Surtout qu'actuellement, ça a beaucoup changé par rapport à avant, dans le sens où maintenant il y a beaucoup de bandes annonces qui sont de plus en plus longues. Il y a même des trailers d'annonces, de bandes annonces. Et c'est surtout dans les films avec, évidemment, les blockbusters. Et c'est l'équipe de marketing qui font un peu n'importe quoi à mon sens, mais bon, je vais pas donner mon avis dès maintenant. Et sachant que derrière ça, on a même des vidéos YouTube d'analyse de bandes annonces. Donc, si ouais, on ajoute à ça les déclarations des réalisateurs, les déclarations des acteurs pour dire attention, vous allez voir, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et on en parlera peut-être après aussi sur un autre thème, mais c'est même les affiches de films ou de séries sont assez peuvent être trompeuses, qui a donné par exemple une ribambelle de déception concernant la dernière saison de The Boys, avec par exemple une affiche qui mentait par rapport à ce qui se passait dans la dernière saison de la série. d'accord, ok. Donc voilà, le Euh, thème c'était plus sur ça. Ouais. ok, bah, je comprends un peu mieux ce que tu veux dire et ça me fait penser à la bande-annonce de Disclosure Day que j'ai appris à prononcer depuis la dernière fois qu'on a fait un vocal. Et du coup, la bande-annonce, en fait, c'est très courant, mais il y a tout le film dans la bande-annonce, quoi. Donc, du coup, maintenant, j'ai l'impression que c'est devenu de plus en plus systématique. Et ça fait depuis 1 an et demi ou 2 ans, pas plus, que moi, je regarde quasiment plus les bandes-annonces, ou en tout cas, j'essaye d'éviter au maximum. Bon, je regarde quelques-unes quand en fait, je vais surtout pas les regarder quand je suis sûr d'aller voir le film, puisque ça n'a pas d'intérêt à proprement parler. Oui, tu as raison dans le sens où on en divulgue de plus en plus avant la sortie du film, mais c'est parce que je pense que c'est parce que tous les moyens sont bons pour attirer le public au cinéma, quoi, au détriment de ceux qui préféraient garder la surprise. C'est Voilà. ça, et ce que je déplore aussi dans ça, c'est que même ceux qui vont garder la surprise, parfois ils peuvent se faire spoiler sans le vouloir. C'est-à-dire, si on traîne un peu sur Twitter ou sur YouTube, parfois il y a des miniatures, il y a des titres vraiment pour racoler les gens et qui sont assez explicatifs de ce qui se passe dans le film et qui peuvent parfois gâcher la surprise. Mais voilà, moi en gros, j'ai lancé ce thème pour savoir quelle était votre relation par rapport à ça. Est-ce que vous vous en foutez d'être spoilé en avance, que vous renseignez à fond ou préférez avoir la surprise, quoi. Bah, si vous voulez, je peux commencer? Vas-y, Vas-y. vas-y. Je fais exactement comme Franck, en fait. C'est-à-dire concrètement, il me suffit juste du pitch du film, du réalisateur
Et ben, en fait, ça me suffit à être emballé et des acteurs aussi. Avant, je m'arrêtais juste, au trailer, enfin, je veux dire au teaser, même si j'ai jamais compris la différence, entre teaser, trailer. Moi, tu me donnes, le pitch du film, le réalisateur, les acteurs, en fait, ça me suffit à voir comment va être le film. Genre un film, de Spielberg, de Cameron, de Nolan, on sait comment il fonctionne. Pareil pour Scorsese. Et d'ailleurs, s'il reprend comme, en ce moment, c'est beaucoup genre adaptation de bouquins, ce genre de choses. Moi, j'ai pas envie de me faire spoiler, j'ai pas envie. Par exemple, Disclosure Day, Franck, tu en as parlé, j'ai vu aucune bande annonce. Ah Heu, ouais. je compte aller le voir justement pendant la fête, du cinéma. J'ai vu que de quoi ça parlait, ce qu'il y avait autour, mais je suis vierge, tout ça et j'essaie d'être vierge, en fait, pour, tout ce qui concerne, le film qui m'intéresse, en fait. Mais du coup, là, tu parles surtout des films de grands réalisateurs, des réalisateurs qui sont établis et connus. Qu'est-ce qui se passe quand c'est, plus des films avec des réalisateurs, qui viennent, enfin, qui sont tout jeunes, qui veulent proposer quelque chose de nouveau? Comment ça se passe pour toi de ton côté? Est-ce Bah, que j'ai envie tu d'être surpris, c'est-à-dire ouais, je regarde d'abord le pitch. Quand il y a des articles, il y a quelques images. Par exemple, le film, Obsession ou Backroom. Je ne sais pas de quoi ça parle. Enfin si, je vois le pitch. Bon, Backroom, il y a quand même des acteurs, confirmés, mais ça vient de YouTube. C'est des réalisateurs qui ont fait leur main de YouTube. Et bah, même là, que ce soit pour Obsession, je n'ai rien vu, à part l'affiche, mais ça me donne envie, tu vois? Ouais, mais tu te bases quand même sur les retours des spectateurs ou de certaines critiques, non? Ou c'était vraiment, Oui, mais je lis pas en fait, la critique dans sa totalité. Mmh. Ouais. Dire, au final, alors, genre ils ont mis 3 étoiles, 4 étoiles, 2 lignes, tu vois? C'est pas là où ils spoilent. C'est quand ils font Mmh. leur critique complète, où ils te font, 5 minutes pour lire la globalité. Et comme tu as dit Slade, quand c'est pas connu, ça me tente. Ça arrive quand même à me tenter et j'y vais. Mais j'essaye de m'éloigner au pire de la bande annonce parce que je sais que malheureusement, ils mettent tout le film dans la bande annonce, quoi. Les meilleurs moments, après ça, c'est avec l'expérience, maintenant nous, on commence à avoir de l'expérience dessus et on n'a plus envie de se faire avoir par les bandes annonces. Par exemple, je peux donner juste un cas précis. Est-ce que quelqu'un, par exemple, le dernier Scary Movie. Le dernier Scary Movie, bon, moi, j'ai été assez déçu parce que c'était plus des références que des parodies et la bande annonce, je la trouvais géniale et j'ai vu des scènes, en fait, qui ont été cutées. En fait, la bande annonce, elle est limite meilleure que le film. Mmh. C'est souvent le cas, ouais. du coup, en résumé, c'est tu vois, tu te bases beaucoup plus sur les bandes annonces, mais juste les premières quoi, voire la première et après tu t'arrêtes à ça et enfin, tu te laisses du temps pour découvrir en fait, le film. Ouais, voilà, voilà, OK, voilà. Ou très bien. carrément le réal, et le pitch. Après si c'est nul, même si le pitch est top, ben, ça fait partie Mmh. pris du cinéma, quoi. On Oui. peut se faire, voilà, quoi. Mais c'est vrai que Ah. la bande annonce, comme tu as dit, Mélard, je l'ai pas vue, je crois qu'elle fait 2 minutes 30, la dernière de Spider-Man? Moi j'avoue, j'ai pas regardé, Ouais, mais moi non mais plus, OK. mais je vois, c'est beaucoup trop. C'est Mmh 2 mh. minutes 30, Mais c'est énorme. surtout que c'est pas la première, hein et en fait, tu demandais tout à l'heure la différence entre les teasers et les trailers, slash bande annonce. Mais justement, les teasers, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui annonce une bande annonce. Donc en gros, c'est un truc de 30 secondes qui dit: «Attention, il va y avoir une bande annonce». C'est vraiment on en est Bah, à ce Ouais, niveau-là. mais des fois, tu ouais. as genre, peut-être 2 3 secondes du film avec une musique, tu vois? Mmh. Mais ouais, ouais, mais ouais, pareil pour le teaser de 30 secondes, où en fait le film, tu sais qu'il est pas terminé. Ouais. Sachant qu'il y a déjà eu des cas où on avait, ils mettaient, parfois ils mettent 10 minutes d'un film et cetera. C'est assez rare, mais je sais plus quel film faisait ça, mais ça arrive aussi parfois Il y avait pas Aquaman qui avait laissé 5 minutes, ou un truc comme ça, C'était une bande annonce de 5 minutes, ah ouais? non? Oui, si, Ouais, il me si semblait. et limite ça te donnait en fait, enfin ça t'avait sorti carrément le plan séquence, d'une scène d'action. Mmh mh. J'étais un peu dégoûté parce que j'aurais bien aimé le découvrir, en salle plutôt que dans un sur mon sur mon PC en fait. Ça, c'était une espèce de grande bande annonce qu'ils avaient Ouais. fait. C'est sur quel film ça? Aquaman, Aquaman.
de OK, James d'accord, Wan. je suis Ouais. passé à côté. Ouais, mais en fait, il y en a qui mettent vraiment les 1res minutes, le début du film, en fait, Mmh. sur, j'essaie de Bah, je crois retrouver que tout à c'était l'heure, avec, mais Morbius, ouais. C'est ça, faut éviter de mettre les dernières minutes. ouais. Mais j'avais appris à faire une bande-annonce en école dessinée. Ouais. Ah ouais? Ouais, j'avais fait pour, Bullet Train Mmh. OK, et tu l'as et sorti, du coup? non, mais en fait, dans l'exercice, j'ai plus fait un edit qu'une bande-annonce. Mmh. En Mmh. fait, le seul souci, c'est que, bah, j'avais pas le temps, mais il fallait que j'arrive à séparer les voix du film pour caler les voix. Parce qu'en fait, le principe d'une bande-annonce, alors c'est différent du genre du film, mais grosso merdo, faut que tu entendes, l'histoire, enfin, ce qui va se passer venant des personnages, grosso merdo. Genre, faut que tu utilises un peu au début de la bande-annonce, tu montes tes personnages, puis ensuite tu commences à montrer l'objectif et savoir s'ils vont y arriver ou pas, quoi. Donc en gros, dans la bande-annonce, tu es censé avoir, l'objectif ou l'obstacle, principal, du personnage, enfin du protagoniste. Et il y avait, Dot, je sais pas si vous vous, rappelez le membre du podcast qui vient parfois. En fait, lui, c'est son métier, il fait des bandes annonces pour la télévision. Et il nous expliquait justement que lui déjà, enfin, parce il fait son travail bien et en gros, il voyait les films ou les séries Mmh. avant de faire les bandes annonces et en fait, il avait des pistes particulières, C'est c'est-à-dire qu'en ça, ouais. fait, il avait voilà, il avait le son d'un côté, il avait, les images de l'autre, et cetera, et il pouvait, vraiment cutter comme il voulait, pour faire ses bandes annonces derrière. Ou oui, bon, bah, justement, moi, ça me revient avec ce qui m'a marqué pour la bande annonce de Scary Movie, que je trouve génial, avec la scène dans le métro, tout ça et avec la musique. Et dans Scary Movie, en fait, la scène dans le métro, bah, en fait, elle est totalement molle par rapport à la bande annonce. De toute façon, la bande annonce, c'est fait pour te donner envie et après, tu vois le film et tu vois qu'il y a des bouts qui manquent ou par exemple, il y avait le film Yesterday de Danny Boyle. Dedans, il y avait Ana de Armas et en fait, il y a des Anglais qui ont porté plainte contre le studio parce que il avait vu dans la bande annonce aussi et elle a été coupée au montage. Mmh. Ouais, je connais cette histoire. Et ouais, mais bon, tu sais, le montage d'un film, il est fait enfin, ça se termine au dernier moment, quoi. Oui, c'est ça. Mais après, c'est pour ça que tu te retrouves avec des bandes annonces où en gros, tu as des scènes, qui te sont vendues au départ, mais c'est pas les dernières versions, quoi. Et c'est pour ça que je les regarde plus au final. Et je sais que Marvel, justement, ils sont coutumiers du faire, mais en fait, eux, c'est pour une autre raison. C'est pour éviter que les gens théorisent, trop et qu'ils découvrent un peu, tout ce qui se passe avant que le film sorte. Du coup, ils font ils font pas vraiment des fausses bandes annonces, mais en gros, ils mettent des scènes qu'ils savent à l'avance qui vont pas être dans le film. Oui, pour induire en erreur. Ouais, c'est ça, pour dire d'ailleurs. On a eu ça avec, Avec Hulk. Mmh. ouais, je crois il y avait Hulk, il y avait aussi, Spider-Man No Way Home pour cacher, je vais pas spoiler, mais bon, pour cacher, certains personnages. Mmh mh. Mmh mh. Même si je pense que tout le monde en a été au courant, mais ouais, voilà. Non, mais oui, mais Et je pense que le meilleur exemple, c'était, dans Infinity War où tu voyais dans la bande annonce, Hulk courir à côté de tout le monde. oui, ouais, Mmh. c'est vrai. Alors qu'au final, bah, il était pas dans cette scène. C'est pas éviter les spoils. Mmh. Bah, après, est-ce que vous voulez, enfin, il y a d'autres personnes qui veulent réagir à ce qu'a dit, McFly ou qui veulent donner leur avis? Sinon, je veux bien prendre la parole. Vas-y, fais du coup. Bah, du coup, moi, de mon côté, je suis un peu comme McFly, c'est-à-dire que dès que j'entends parler d'un film, je m'y informe du strict minimum, c'est-à-dire le réalisateur, les acteurs, peut-être le pitch. Mais même par rapport aux personnes qui sont impliquées sur le projet, j'essaie de prendre énormément de distance parce que forcément, les bandes annonces ont souvent tendance à exagérer le trait ou à tout dévoiler ou même avoir des bandes annonces qui en disent très peu. Du coup, ça attire l'attention et au final, ça arrive qu'on puisse être, assez déçu. Je pense par exemple à, une bande annonce de Longlegs où le pitch est intéressant, on a un acteur incroyable, on a, enfin, quand je dis incroyable, c'est Nicolas Cage, heu ça donne envie de regarder et au final, bah, il s'est avéré que le film il était pas si incroyable que ça, quoi.
Donc au final, j'essaie de m'y informer, vraiment au strict minimum, quoi. Et alors vu que le sujet, ça porte aussi sur les déclats des réalisateurs et des acteurs, j'avoue, j'y prête pas beaucoup attention parce que forcément, eux, ils sont dans le jeu de la promotion, donc ils vont forcément dire que du enfin, il y a de fortes chances qu'ils disent des trucs positifs, sur l'œuvre, qu'ils ont, C'est sûr, ça. sur laquelle ils ont travaillé, quoi. Sauf si, bon, voilà, ils sont en train de faire volte-face et de dire que: «Non, ce projet-là, j'ai absolument détesté». Ça peut arriver, hein. Ouais, Typiquement, Jim Carrey pour que Kick-Ass 2. Mais voilà, donc Je un peu ça, James Cameron. Pour le dernier Terminator. ah oui, 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 bah, c'est sûr, C'est juste une Ouais, idée ouais. et il voulait en faire le oui. marketing. Enfin, la prod voulait faire le marketing avec lui, mais sur le film, il claquait. Après, il y a aussi le jeu des journalistes. Ils vont poser la question pour faire, le plus de buzz possible et après, ben, forcément, les acteurs, ils vont donner ils vont essayer de donner peut-être la réponse la plus complaisante possible et au final, ça peut leur retourner sur la tronche, quoi. C'est juste ça. C'est là, par exemple, pour, Supergirl, il y a l'actrice qui est en pleine promotion et un journaliste qui va poser la question sur: «Hey, est-ce que vous savez pour Batman?» Bon, voilà, donc elle doit faire bah, soit elle a des informations et très bien, bah, elle va pas le dire, mais en tout cas, voilà, il y a des contrats qui l'empêchent de parler librement et après, il y a ça, c'est plus ce côté un peu, enfin grattage pour, essayer d'avoir des informations, quoi, mais tu peux avoir des sujets encore plus, comment dire? Plus tendancieux, genre, des sujets genre, «Tiens, qu'est-ce que vous pensez de la guerre entre tel et tel pays?» Elle est là et là, c'est voilà, après tu prends des décisions et tu dis quelque chose, mais forcément ça va pas plaire. Heu, Typiquement, il y a eu un gros, cafouillage avec, bah, justement, Gilles Lellouche, à qui on a posé la question sur, l'extrême droite, enfin la politique au sens global, mais très, porté sur un sujet en particulier. Et ce à quoi, ben, il a donné sa réponse et forcément, ça allait buzzer. Forcément, ça allait buzzer parce que c'était un f il joue dans un film où il interprète Jean Moulin et au final, voilà, ça a donné ce que ça a donné. Mais le pire, c'est qu'en plus avec Lelouch, il a botté en touche même en plus et après il a dû Oui, revenir dessus, derrière, c'est ça, pour dire, c'est ça. moi je dis ouais, moi là par exemple sur Gilles Lellouche, quand tu fais un film sur Jean Moulin, en plus lui avec la carrière qu'il a, Ouais. ne sois pas surpris qu'on te pose ce genre de questions Bah, quoi. oui. Enfin bon, c'est sûr que Ah bah, pour Supergirl, tu t'en fous, mais quand mmh, tu fais un film sur Jean Moulin, c'est sûr que va te revenir des questions très politiques, faut pas être oui. surpris. Quand tu signes pour Jean Moulin, tu signes pour plein de choses autour. C'est Mmh. pour ça que sa réponse, moi je l'ai trouvée Après, il a donné la réponse qu'il voulait, hein, c'est pas ça le sujet, c'est plutôt, ouais, mais il a le botté à touche, comme il oui, a dit. oui, ah bah, Alors moi oui. franchement sa réponse elle est naze quoi. Ouais, bah, il Ça fait faut pas très Jean un Moulin quoi. attaché de presse, hein. Oui, faut un attaché de presse pour certains acteurs et pour qu'ils leur écrivent exactement qu'est-ce qu'il faut dire et pas dire. Sinon, ils Et sont ouais, complètement perdus. j'ai pas com je me demande s'il a vraiment compris le personnage de Jean Moulin pour répondre ça comme question. oui, Ouais. après c'est un acteur, hein, tu vois? Il y a Jean Oui, Dujardin, on lui a pas demandé: «Est-ce que vous êtes un nazi? Est-ce que c'est un collabo?» machin, tu vois? Bon, au bout d'un moment aussi, enfin, je et veux ça bien aurait qu'il ait des pu convictions, il a le droit, mais ouais, c'est on Mmh. peut décorréler un peu, hein. Non, mais du coup, moi, ça me fait penser, on a demandé à l'acteur qui incarne, De Gaulle dans le film, La bataille, de Gaulle, s'il était, de droite, quoi, puisque le général de Gaulle n'est pas forcément une figure de droite, mais plutôt récupéré par, les partis, de droite, Mmh. et il a répondu que non, il n'était pas du tout de droite et qu'il voterait jamais à droite. Simon, Mmh. Abkarian, Bécquet, voilà. ouais, Ouais, et oui. donc du coup, bah, ça a fait un peu polémique parce que même pour la promo, ça a été vu comme un mauvais move parce que Mmh. du coup, tu incarnes De Gaulle, mais tu dis que tu es pas de droite, donc du coup, tu te mets, toute une partie de la population, pas à dos, mais tu risques de moins lui donner envie d'aller voir le film, quoi. Mmh Donc en mh. fait, il aurait d'un point de vue promotionnel, il aurait mieux fait de se taire presque. Ouais, mais après, il y a aussi le fait que ne pas donner de réponse est une réponse en soi. Bah ouais, en oui, fait, OK, on lui aurait reproché aussi, hein, en Voilà. fait, voilà, de tu rien en fait, dire. Ouais. pour ce genre de film, enfin un film de la Seconde Guerre mondiale, en fait, n'importe quelle réponse que la personne fera, il y aura des gens en accord et des gens en désaccord.
finalement, on est en train de faire la discussion sur les films de Seconde Guerre mondiale, hein. Ouais, parce qu'on a Ça, dévié sur, J'avoue. non, mais non, mais justement, non, mais c'est intéressant, en fait, on c'est-à-dire que c'est un sujet universel, Mmh mh. Mmh mh. c'est la promo. Oui, mais c'est pour ça que, bah, pour revenir au sujet principal, moi, je regarde très peu, les bandes annonces, genre, juste Spider-Man, j'ai vu la première bande annonce et c'est tout et je Et m'arrête à attends, ça parce que je sais Ah que ouais? ça peut être très c parce qu'en fait, alors c'est pas pour forcément ceux qui l'ont Marvel, vu, elle date de quand la première bande annonce? je sais plus, j'ai envie de dire février, mais j'ai un doute. Ouais, ouais, bon, c'est-à-dire Ouais, quelque chose comme ça, hein. Par contre, est-ce que vous regardez les notes avant d'aller voir un film? Ah bien sûr. Ah mais bien sûr, moi c'est, je vais pas lire les critiques, mais les notes, je regarde à chaque fois, ouais, ouais. Ah, moi En je peux en pas. en Ouais, fait, C'est un je regarde les notes, mais c'est pas parce que si je suis vraiment à fond pour voir un film, c'est pas une mauvaise note qui va me freiner. Je vais quand même y moi, je suis aller en pareil, disant pareil que Mmh. Mélard, pareil. Par exemple, il y Ah a ouais? à Cannes, il y a le dernier, Nicolas Winding Refn Mmh. qui a été présenté hors compétition, là. Il s'est fait fumer. Ouais, mais moi j'aide, par exemple, The Neon Demon, c'est l'un de mes films préférés et moi, justement, le fait que le film se soit fait défoncer, bah, j'écrivais dans les commentaires: «Oh, ça me donne encore plus envie de le voir». Mmh mh. Mais oui, c'est pas les notes qui va me faire, influer ou pas, quoi. Mmh. alors Influencer. moi après non c'est plus, hein, ouais, vas-y, vas-y. mais ça va pas m'empêcher d'aller voir le film. Mais Voilà. par exemple, si les notes sont mauvaises, je me dis: «Bon, tu peux avoir une bonne surprise» et si les notes sont trop élevées, là je peux avoir le risque de me dire, «Ah ben, le film est peut-être un peu trop survendu, quoi» Mmh. Et si c'est un et Uwe Boll qui a une bonne note, tu y vas? ah bah, là, oui, j'y vais tout de Les yeux suite, là, fermés. parce que je serais trop curieux de savoir pourquoi. Par contre, ce qui peut impacter pour moi les notes, c'est si par exemple il y a un film que je comptais moyennement voir, je pense que je vais retarder le visionnage si justement les notes sont trop basses et si elles sont trop hautes aussi, c'est arrivé pour, comment il s'appelait le film avec Gosling là, le plus récent là, il va dans l'espace? Project, Hail Mary, Machin Projet voilà, Dernière Chance? c'est ça. Donc si elles sont trop hautes aussi, quand je vais aller dans le cinéma, je vais être les bras croisés et je vais dire: «Vas-y maintenant montre-moi et tout» et ça veut dire qu'il a intérêt à être exceptionnel vraiment Ouais. pour que je l'aime. Donc ça impacte quand même ma vision, même mon visionnage, même si, ça fait pas tout. Mmh. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais, ouais, épate-moi, ouais, ou par exemple les films qui ont eu des super notes, à Cannes, Ouais. enfin qui ont eu les Palmes d'or, que tu connais pas et tu de voir, alors c'est ça la Palme d'or? C'est souvent ce que disent les gens, par exemple. Mmh. Ah oui, ouais, ouais. Les Non, bah, Palmes oui, c'est d'or normal. Cannes, ouais. Après, c'est aussi dans les affiches, hein. Dès que tu reçois la palme d'or, tu l'as dans Ah ton oui, c'est affiche, vendeur, décrit oui. que oui, il a reçu la palme d'or. Voilà. Ou la Mostra ou Mmh. l'Ours de Berlin, c'est pareil, faut que ça soit mis, quoi. S'il y a pas d'acteur bankable, ouais, ouais. Mais du coup, les films avec, ben, enfin, qui reçoivent des prix, ça aussi, ça peut jouer énormément sur leur réussite en salle. Parce que ça crée des attentes et tout ça. Moi justement, de mon côté, même si un film a gagné un prix, moi j'essaie de m'en informer le moins possible. Donc bon, loupé avec la la Palme d'or au fait des actualités, donc ça, oui, à un moment donné tu le sais ça. Mais ouais, moi de mon côté, j'essaye de pas trop apprendre sur le film à part, le pitch et le réalisateur et c'est tout. Bah, c'est vrai qu'avec le pitch et le réalisateur, en fait, tu as déjà une vue d'ensemble Mmh mh. et après si c'est un film, indépendant, pas connu, bah, après c'est l'aura de chaque personne, si elle est Mmh. tentée Ouais. et l'affiche, si l'affiche est bien, Est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses sur ce sujet? Ce qui apporte le plus, pour, le marketing d'un film, je pense, pour faire venir les gens déjà, c'est le bouche-oreille et c'est les notes. Si les gens voient que le film est bien noté, ça va les faire venir. Alors que si le film a eu, on le voit partout à l'affiche dans le métro et des bandes annonces, un peu partout, mais que le film est mauvais, personne va aller voir le film. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça va faire des entrées au départ, mais après, les semaines suivantes, ça a pas Je bougé. pense, par exemple, il y a eu Joker Folie à 2 où les gens, ont remarqué que le genre de la suite a changé. Bah, ça fait que moins de monde est venu pour voir le film. Ouais. C'est vrai que enfin, le bouche-oreille et les notes, ça marche beaucoup. Après,
Les bandes annonces, c'est vrai, faut pas trop en montrer. C'est vrai, je suis un peu du même avis avec vous. Et après, c'est pas forcément simple parce qu'il faut en même temps en montrer, essayer de faire venir les gens, mais en même temps pas trop en montrer. Mmh. L'entreprise de distribution te demande de faire une bande annonce, puis deuxième, puis troisième. Donc on se rapproche de la sortie. Donc à force de sortir des nouvelles bandes annonces, faut montrer autre chose, quoi, pas toujours la même chose. Et plus Sinon, plus ça tu sert te à rien. rapproches, je crois que de la sortie cinéma, des fois, je sais plus s'ils le font toujours, il y a des extraits, du film. Genre une scène entière, Ouais, un petit passage. ouais, voilà, pendant 1-2 minutes, avant C'est la ça, sortie. mais pour moi, faut annoncer avec un teaser, puis peut-être une ou 2 bandes annonces, mais c'est vrai que les bandes annonces, faut pas qu'elles soient trop longues, comme tu as dit, pour 2030, c'est peut-être un peu long. Qu'après, il y a des films qui ont marché, et c'est grâce à des nouveautés ou un style. En fait, je pense à Avatar, le tout premier Avatar, c'était l'arrivée de la 3D. Donc ça a énormément fonctionné. Après, Toy Story, c'était le premier film en 3D, enfin animé en 3D. Les Avengers, c'est la première fois qu'on voyait plusieurs personnages de d'autres films dans un seul et même film. Mmh. Le dernier Spider-Man, No Way Home, c'était par rapport au fait qu'il y a eu d'anciens personnages, enfin de d'autres films aussi, mais c'était des anciens personnages. Enfin, il y a toujours plus ou moins une raison. Parce qu'Avatar, ils ont ressorti après, je crois que c'est 11 ans après, le deuxième. Donc ça a suscité pas mal d'intérêt auprès du public. Et pourtant, le troisième, il a beaucoup moins marché, alors que ça faisait il y a 2 ans d'écart peut-être, entre le deuxième et le troisième. Et voilà, après c'est ouais, c'est surtout le bouche à oreille, les notes, je pense que la note, c'est ce qui influence pas mal les gens. Mmh. Après, il y a aussi les critiques. Enfin, quand tu suis un critique en particulier, je ne vais pas les citer, mais voilà, si tu il y en a aussi qui se construisent leur avis par rapport aux critiques qu'ils entendent, genre, ils suivent tel ou tel youtubeur ou tel influenceur et du coup, s'il a aimé, il y a de fortes chances que moi aussi j'aime, quoi. C'est un peu ça. Ouais, mais moi personnellement, je suis pas de enfin, je vois de qui tu parles. Mmh mh. Non, mais honnêtement, je regarde les notes globalement, même sur différentes plateformes, parce que, par exemple, là, je viens de voir, parler de la bataille de Gaulle. Mmh. Quand on voit sur Allociné, c'est 4,4. Quand je vais sur Letterboxd, c'est 3,5. Ça n'a rien à voir. Ouais. Donc, je vois que c'est pas du tout les mêmes profils dans certaines plateformes. Oui, ça Donc, dépend de quel spectateur, quelle typologie de c'est spectateur, ça, note le film, quoi. c'est ça, pour ce film-là, je pense que c'est juste parce que ça parle de Gaulle et du coup, c'est un bon film, mais c'est pas ça ça fait pas de ça un bon film. Mmh. Mais ouais, moi perso, alors je regarde peut-être, une bande annonce, un teaser et après je regarde si quand le film est sorti, ce que ça dit. Mais globalement, je me fais déjà une idée avant même que le film sorte, surtout, sur qui a travaillé dessus et je regarde aussi des tests parce que, pour certains films, il y a eu des tests, bien avant et Des screen tests? ouais. Mmh. Enfin, genre, tu sais, ils sortent une première fois le film pour voir ce que ça dit Oui. et souvent ça, leak, enfin, il y a des journalistes qui ont des infos comme quoi le film est bon ou pas bon. Par exemple, il y a eu, je crois le dernier Captain America là, avec le faucon, où il y a eu des screen tests et Oui. enfin, c'était extrêmement mauvais. Ils ont dû, refaire quelques scènes pour Mmh. essayer d'amener du monde. En faisant jouer par exemple, comment il s'appelle l'acteur là, qui joue dans Breaking Bad et The Boys? Giancarlo Esposito? Ouais, c'est ça. Au début, je crois qu'il était pas de base et ils l'ont fait venir. Ouais. Pour ramener du monde. Mais voilà, c'est un peu globalement ce que tout le monde dit sur le film, mais ça va me faire plus ou moins bouger pour aller le voir ou pas. Mmh. Et si je regarde un peu qui réalise, qui fait la bande son, et cetera, c'est là où ça m'intrigue le plus. Et puis s'il y a des choses que je connais pas, que je vois que ça marche bien, ben enfin que ça marche bien dans le sens où il y a, une des bonnes notes, c'est ce qui va me faire venir. En général, je sais plus ou moins un film qui m'intéresse déjà à l'avance, Mmh. sans trop regarder bande-annonce. Voilà. Très bien. Je sais pas si des gens sont du même avis. Après, c'est sûr que de toute façon, les sociétés là, proposent et après c'est à chacun de voir jusqu'où il s'arrête, pour s'intéresser au film, enfin pour avoir des informations sur le film.
Voilà, moi, tout ce que je voulais tester, c'était vraiment surtout sur ce qui était, spoiler involontaire, dans le sens où toi, même si tu veux pas t'intéresser à telle ou telle chose, tu veux pas être au courant, tu les as quand même. Comme par exemple les annonces de tel ou tel caméo là, je sais que le film, comment il s'appelle? Le d prochain Avenger, on sait que machin reviendra, machin reviendra et cetera. C'est un peu chiant, je trouve. Ça aurait été pas mal d'avoir la surprise. Ah, Parfois ça, tu même j'évite des de chercher ça. non, mais même sans chercher, ouais. Ouais, après, c'est voilà, par exemple, moi, sur YouTube, je suis beaucoup de contenu de ce genre-là, mais même sans aller dans les vidéos en elles-mêmes, comme je disais, parfois, tu as des petites infos, tu des images et en fait, qui te spoilent sans que tu le veuilles. Ça, c'est Mmh. un peu dommage. Et dernière chose aussi par rapport à ça, c'est que derrière, les gens qui regardent, qui s'intéressent, pardon, à tout ça, et ensuite elles voient le film, elles sont déçues, mais elles sont pas déçues par le film, elles sont déçues parce que le marketing les a trompées. Et ça, ça m'énerve un peu parce que du coup, ça donne vraiment des retours biaisés sur les films et les séries. Et après, tu penses que par exemple, tel ou tel film est mauvais, en tant que tel, alors que non, c'est juste que certaines personnes s'attendaient à voir, ce qu'on leur avait promis et au final, c'était pas le cas. C'est un peu, je trouve le mauvais côté du marketing actuel et surtout Mmh, sur les blockbusters, hein. après, c'est le marketing un peu bête, enfin, ouais, enfin, ça, c'est les gens qui sont un peu Ouais, ouais. enfin, je comprends que ça peut être mensonger. Ouais, c'est vrai que c'est un peu contresens, mais c'est aussi un autre truc marketing que je trouve que c'est, ridicule de faire ça, c'est, le film, sort et on voit plein de genre comme s'ils allaient interroger les gens en sortie de salle: «Oh, le film est super, c'est le Ah meilleur oui, ça. film, patati patatata». Ça, c'est juste horrible. On sait très bien que les gens vont pas dire que le film est nul devant les gens qui te demandent de faire, de la pub. Mmh. Et surtout, même ceux qui disent que c'est nul, bon, le les gens du marketing du film, ils vont dire: Ouais, bah, cette séquence-là où le gars il dit que c'est nul, C'est tu la ça, gardes on pas, va hein». l'enlever. Voilà. Voilà. Ouais, parce qu'il y avait aussi des influenceurs justement qui sont retrouvés, blacklistés, même si c'est un gros mot blacklistés parce que justement, ils ont des avis assez critiques Ouais. sur des invitations qu'ils ont eues. Et même inconsciemment, il y a d'autres influenceurs aussi qui se disaient qu'ils étaient étant donné qu'on les avait bien accueillis, ils étaient un peu forcés, pas de dire que du bien du film, mais en gros de modérer leurs propos, leurs déceptions parce que, justement Pour le ils rendre é plus crédible, non, c'est ça? non, non, c'est parce que, par exemple, s'ils sont allés d'une avant-première, assez select, on leur a donné les petits fours, le champagne et cetera, Oui, ils oui. se sentent, inconsciemment, ils se sentent, redevables envers le film. C'est pas forcément Mmh. mentir, c'est juste que, ils sont plus apaisés que si, ils allaient voir le film comme tout le monde. Et aussi tu as toujours l'épée de Damoclès qui te dit: «Attention, Mmh. si tu descends trop tel ou tel, film et ben, on va plus jamais t'inviter». Ouais, c'est ça, tu C'est ça, viendras pas pour le prochain, quoi. c'est ça. Donc ça, c'est dommage aussi. Je sais pas, parce que moi j'ai vu un influenceur où il avait dézingué un film, qu'il allait voir en avant-première et puis, ça l'a pas empêché d'être, invité pour d'autres projets, enfin pas pour les mêmes personnes, mais Ah pour oui, d'autres c'est ça, projets. oui. Le Mmh. studio en question, peut-être qu'il a plus invité. Je sais pas. Mmh. Oh, je sais plus, non, c'est un autre influenceur, je sais plus son nom. Pareil que pour les bandes annonces, hein, alors, enfin même au-delà des bandes annonces, hein, c'est dès que enfin, s'il y a un influenceur qui commence à parler d'un film, moi je l'écoute pas, hein. Enfin déjà que les influenceurs, je les écoute pas des masses, mais alors des influenceurs ciné qui parlent d'un film, ça, non. Ça quand c'est un avis à chaud, pour après une avant-première, faut enfin je me méfie quoi, C'est ça, comme du coup, toutes les fausses honnêtetés que le marketing, nous donne pour le film, sur les gens qui sont interviewés, les fameuses phrases de journalistes, qu'on voit sur la bande-annonce du film Mmh. ou parfois des scènes, qui n'existent pas, au final, c'est pas forcément bon pour le film. Mmh. Donc c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Ouais. Mais c Mais j'ai une question parce que alors, moi dans mon exercice de bande-annonce, vu que j'avais fait un edit, ça faisait plus l'ambiance du film, je montrais plus l'ambiance du film que l'histoire du film. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pas dans le sens d'une bande-annonce, de ce qu'on veut voir dans une bande-annonce? Bah, pour moi, le teaser, c'est ce qui est censé représenter un peu l'ambiance du film. L'histoire, c'est dans les trailers et tout ça, mais sinon les teasers, c'est ce qui est censé te donner une idée un peu globale de quelle gueule va avoir le film. Est-ce que ce sera un film comique, dramatique, sérieux, jovial? Enfin voilà, c'est normalement pour moi, c'est ça, c'est un teaser, c'est te donner un avant-goût de ce que c'est que de quelle gueule va avoir le film.
OK. Ouais, je suis Est-ce que d'accord. est-ce que ça vous fatigue pas les bandes annonces classiques où on montre, un peu les personnages, puis au final au fil de la bande annonce, on vous met, on vous fait enfin, entre guillemets «avancer l'intrigue» jusqu'à, est-ce que le personnage va y arriver ou pas? Je sais pas Mmh. si vous comprenez ce que je dis, mais genre à chaque genre de film, on a toujours la même structure de bande annonce. Est-ce que ça vous Bon. saoule ou pas? Chaque film est différent, donc les bandes annonces, enfin, même si la structure est la même, le film derrière est différent. Donc c'est ce qui va jouer aussi sur, mon envie ou non de regarder un film. Bah, on peut prendre des exemples. Après, c'est vrai, les franchises, on sait ce que c'est. Par exemple, tu prends un John Wick. Mmh. Tu sais concrètement comment ça va se même la bande annonce, tu sens que va voir le personnage, il va être mal et puis après il y aura les combats, tu vas voir le méchant, sans vraiment est-ce que ça va être vraiment être spoilé ou pas? Personnellement, moi, Voilà. les bandes annonces, ça fait des années que je les regarde pas en entier ou je les regarde pas du tout. Donc C'est mais trop oui, long? après non, parce que j'ai pas envie de me spoiler justement. Je veux juste me faire un avis, global du film, comme tu disais, de l'ambiance et cetera. Sauf que je sais que les bandes annonces, ils spoilent trop, en fait. Même la moitié du film, ça m'intéresse pas de savoir ce qui se passe, au bout de 30 minutes du film. Moi, je veux vraiment juste savoir, en globalité de quoi ça parle. Je veux pas forcément l'élément déclencheur. Et le problème, c'est que voilà, j'ai pas envie de me faire avoir par une bande annonce, et en me disant: «Ah merde, c'est trop tard, OK, il y a cette scène, ça explique, tout ce qui va se passer avant», donc quand je vais regarder le film, je vais attendre, pendant 3 plombes que la scène arrive et pour me dire: «Bah, OK, maintenant je suis», c'est pour moi, c'est le film commence là parce que le reste, je le connaissais, là. Mmh. Mmh. Bah, après tu peux avoir des bandes annonces intelligentes où on te donne en fait, on te donne le pitch. Mais toute l'histoire ne s'arrête qu'au pitch, lui-même et dernièrement ce que j'avais vu, c'est je trouvais que la bande annonce était parfaite, c'était pour, The Drama. Je sais pas si vous avez vu le film, Mmh. mais pour Et moi ça Pattinson, c'est avec, Robert Pattinson et Zendaya ah oui, OK, ouais. Ah oui. où, voilà ça te donnait le pitch de départ, c'est il y a des amis qui parlent et qui disent, des trucs, sur eux et à un moment donné, il y a quelqu'un qui balance un gros truc et après tout le film est centré sur ça. Et Mmh, et voilà, ça attire l'attention, ça respecte, l'œuvre, parce que voilà, ça va pas te balancer ce qu'a dit telle ou telle personne et on a en gros le pitch avec la situation et le genre auquel ça pourrait, aller quoi. Donc c'est une sorte de comédie dramatique sans pour autant dévoiler ce qui a été dit quoi. mmh mh. Ça pour moi, ça c'est une bande annonce qui est parfaite. Alors je sais pas, j'ai pas voulu regarder, mais est-ce qu'il y a eu d'autres bandes annonces sur ce film-là? Ça, je sais pas. Mais celle qui est sortie, je l'ai vue et ça m'a amplement suffi pour, aller voir le film, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, justement, je voulais parler, c'est est-ce que vous regardez les bandes annonces des séries? Si j'ai pas vu la dernière saison, Non. non. Parce que là, c'est un autre domaine, en fait. Non, pas trop. D'ailleurs, elles sortent pas souvent. Ah si, peut-être sur les plateformes, mais ouais, faut les Ouais, chercher, en parce fait, les que bandes annonces en moi, j'ai général. l'impression qu'en fait, les séries, c'est vraiment des découvertes totales. En fait, les bandes annonces des séries, on en parle très peu, en fait, justement. S'il y a Mmh. une façon différente de les faire ou si Je pense pas, je pense que c'est plus ou moins la même chose, hein. s'il y a une Mmh. nouvelle série qui débarque. C'est ça, mais tu mets un peu de contexte et tu pitches le film, comme une autre bande-annonce d'un film, c'est tout. Tu as juste beaucoup plus de matière vu que tu as plus d'épisodes enfin, tu as plus de durée qu'un film en général. Donc ça spoil peut-être moins vu que dans une bande-annonce d'1 minute 30, enfin tu affiches au moins enfin en termes de pourcentage de ce qu'il y a dans la série que dans un film. Ouais, parce que dans la série, tu as plus de matériel. Ouais. Il y a plus ouais, c'est beaucoup plus long donc tu spoil, moins. Mais parfois, il y a des séries ou les bandes annonces où ils te font la bande annonce du début de la série, puis ils vont te ressortir une autre bande annonce quand tu es arrivé à la moitié Mmh. des épisodes de la série et du coup, bah, c'est un peu bête parce qu'ils te enfin, une bande annonce pour, les 4 derniers épisodes, au final, tu vois un peu ce qui va se passer à la fin. Donc est-ce qu'il y a vraiment réellement besoin de refaire du marketing pendant que la série sort? C'est ça le truc. Bah, Après, ça je dépend sais pas si si dedans on peut compter, vous savez, sur pas mal de séries, à la fin, après le générique ou avant, vous avez, en gros, dans le prochain épisode, il va se passer ça, ça, ça et cetera.
Ça, vous pouvez aussi considérer ça comme des bandes annonces, même si ça. Alors justement, à ce sujet, il y a un truc que je déteste qu'ils font actuellement. Je crois que Amazon le fait, Disney et beaucoup de producteurs s'y sont mis à la fin du premier épisode, avant même que le générique de fin démarre, t'as la bande-annonce de la saison pour te dire Oui. cette année, dans votre nouvelle saison, vous verrez tout ça. Hmm. Et moi, ça m'énerve parce que je suis pris par surprise et j'ai pas envie de voir des scènes, quoi. J'ai pas envie de me faire spoiler. Donc ça, c'est un truc qui m'agace. Ouais, mais ça, c'est toujours pour attirer les. Ils ont vraiment peur que les gens s'arrêtent au premier épisode ou au deuxième épisode et chaque fois ils disent bah attendez, quittez pas, il y aura ça après, ça va être extraordinaire. Mm. Et il y a ça, il y a aussi quelque chose qui existe depuis très 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 longtemps. Je sais pas si vous avez remarqué, mais euh, en début d'épisode aussi, vous avez le récap de ce qui s'est passé avant, mais le récap il est vraiment axé sur ce qui va se passer dans l'épisode en question. Ah, Oui, ça, je sais pas, moi je le passe à C'est chaque chiant. fois. Je regarde pas assez de séries pour, pour répondre. Non, mais après les bandes annonces de séries, là, enfin, dès que c'est une saison 2 ou 3, forcément ça va faire moins de vues, vu que tu dis pas je vais regarder ça alors que j'ai pas encore vu la saison d'avant. Sauf Mm. pour les saisons finales. Bon, en général, ils font du bien. Ouais, enfin, ça dépend des gens. Ouais, ça dépend des séries, toujours. Mm. Est-ce qu'on a fait le tour des bandes annonces et de ce sujet? Ouais, je pense. Ouais. Et ben on peut passer au prochain sujet. Alors c'est quoi? C'était quoi? Je m'en peux même plus. Eh Ex ben, super, aequo, bravo. Bah oui, mais c'est pas moi qui. Enfin si, c'est moi C'est qui toi qui organise as le fait. Ouais. Non, c'est pas moi qui ai proposé le sujet. Les méchants dans les séries? allez, on peut. Ah, si tu veux. Allez, Allez. Ça marche. C'est les mon séries que tu connais tour. bien. Comment? Ah oui, c'est vrai Enfin, en c'est. plus. Les, Honneur. sé- Parce euh, que les, les 3 séries que j'ai regardées de ma vie, voilà. voilà, là, normalement, t'en as au moins une où t'as un méchant qui t'a marqué. Peut-être t'en parleras, je te laisserai en parler. Ouais. Alors, en gros, le sujet, c'est pour, je vais limite le renommer avec l'importance des antagonistes dans les séries. Hmm. Peut-être ça donnera une nouvelle vision de ce qu'on aura à dire. Et en gros, en général, quand on passe à une série marquante, en général, ça vient du héros. Mais il y a plein d'exemples où il y avait l'antagoniste qui sortait vraiment du lot et qui restait limite ancré dans la pop culture longtemps après que la série soit sortie. Donc on a eu Gus Fring dans Better Call Saul et Hmm. Breaking Bad. On a Game of Thrones avec Cersei Lannister, Tywin Lannister, etc. Il y a Negan dans Walking Dead ou encore plus récemment Homelander. Moi, en gros, le sujet, je l'ai amené dans l'actualité parce que justement, il y avait la fin de The Boys qui arrivait et le traitement d'Homelander a beaucoup fait parler, notamment sur la gestion qu'ils en ont fait. Donc, il y en a qui ont bien aimé son évolution, et d'autres qui pensaient qu'il était mal exploité. Ou il y en a encore qui disaient qu'il prenait un peu trop d'espace dans la série et on parlait pas trop des autres personnages. Donc voilà, moi, du coup, ma question par rapport à tout ça, j'ai pour le moment dans l'exemple, mais après, c'est à vous de me dire si vous avez d'autres personnes qui vous ont marqué. Mais est-ce que, par exemple, vous avez des séries où vous vous êtes dit, ah, s'il n'y avait pas ce méchant-là, la série, elle perdrait beaucoup en qualité, limite, elle est nulle. Et bah, aussi, bah, du coup, dites-moi quel méchant antagoniste, on va dire, vous ont le plus marqué ou vous semblez très réussi et pourquoi? Donc, commencer par Franck, par exemple, Alors moi, ou Aquila, je sais oui. pas, ou McFly. Alors du coup, il faut que Ouais, mon cerveau est toujours au ralenti, donc je suis en Ah, train de regarder. Alors les meilleures séries, pour comme ça va me revenir. Du coup, un méchant. Non, bah, en fait, quand on parlait comme ça, moi j'aimais bien Cole dans Charmed. Parce que oula. pourquoi? Alors, bah, c'est le premier qui me vient, et puis donc du coup, c'était un méchant, mais du coup, bon, je peux spoiler Charmed quand même, hein. Vous n'allez pas me dire que je peux pas révéler deux, trois trucs sur Charmed. Bah, on sait déjà ce que tu vas dire, vu comme tu as commencé, donc vas-y. Bah oui, bah du coup, ouais, c'est un méchant. Au début, on sait pas trop. Il est méchant, il en veut au sœur Halliwell. Et ensuite, on découvre qu'il est au service de quelqu'un, d'un autre plus grand méchant. Et que finalement, il a peut-être une part de lui qui est gentil. Et en fait, bah, c'est un schéma narratif qui est très classique. C'est presque celui de Dark Vador, si je puis me permettre de faire cette comparaison. Mais bon, en gros.
Le méchant aussi, en fait, il a plein d'archétypes. Il va aussi, tomber amoureux d'une des sœurs Halliwell et donc en fait, l'amour va, le rendre, gentil, d'une certaine manière et donc à la fin, il va devoir faire un choix, un sacrifice entre l'amour ou le fait de rester un méchant. Bon, bah, en fait, c'est tellement archétypal qu'il y a, Spike, dans Buffy qui avait, le même schéma narratif quasiment. Bah, ça, c'est un peu je le méchant romantique, en quelque sorte, on va s'en servir comme antagoniste, mais on va l'utiliser, pour l'intégrer, dans un triangle amoureux et ensuite il va devoir faire un sacrifice. Bon, bah, c'est des méchants, qui sont très, classiques, mais qui au final, peuvent, me plaire, surtout dans ce type de série, un peu, à l'eau de rose, presque young adulte, si je puis dire et c'est des méchants que j'aime bien. Je sais pas s'il y en a eu récemment, il doit, bah, si, c'est un peu, c'est un peu les méchants aussi, il y avait une série, sur les vampires, enfin voilà, on va trouver ce schéma par exemple dans beaucoup d'histoires de vampires. Moi je trouve que ça marche bien et c'est des méchants que j'aime bien. Voilà ce que je pouvais dire sur les méchants qui me marquent, sans trop réfléchir. Mmh. Mmh. Rien. Mais j'ai pas d'exemple récent sinon, à citer là. On va peut-être à te revenir. Ouais, ouais, Du coup, ouais, je Akila, regarde. que t'en penses quoi, toi? En fait, ça dépend parce que, en fait, l'exemple de Homelander, c'est un bon exemple parce qu'en général, les séries, la plupart du temps, ils te sortent un antagoniste par saison. Parce qu'en une saison, ils ont réussi à faire aller le protagoniste là où ils voulaient qu'ils aillent. Enfin, genre le faire évoluer, quoi. Alors que si un antagoniste dure toute la série, on peut avoir du mal à gérer son évolution, quoi. Parce que son but premier, c'est de faire évoluer le protagoniste pour qu'il arrive à atteindre son objectif. Donc c'est pour ça que dans la plupart des séries, on a souvent un antagoniste premier dans chaque saison. Alors, Mmh. je pense à, j'ai dit à Breaking Bad, mais je sais pas trop. J'ai pas vu toute la série, hein, désolé. Oui, enfin, de Breaking Bad, tu plusieurs méchants et ça va un peu crescendo C'est justement, ça. ouais, tu Peaky raison. Blinders, t'as ce principe-là, bah, dans la majeure partie des séries, mais dans le truc de The Boys ou Homelander, dans les cas où vraiment c'est un peu l'antagoniste principal, bah, qu'on le voit autant à l'écran, c'est OK, mais il me semble bien que c'est vrai que c'est compliqué de gérer ça, mais à ce moment-là, tu dois mettre d'autres antagonistes. Il faut vraiment que ce soit l'antagoniste de la saison. Il me semble que dans The Boys, on en a toujours un ou une qui Qui était. cristallise. Ouais, c'est ça qui cristallise cette saison. Mais Homelander, il va faire un peu pour toute la série. Et il y en a Ouais. forcément un par saison, quoi. Parce que sinon, Et ouais. tu termines la série plus tôt que prévu. Je vois ce que tu veux dire et moi j'adore Homelander, surtout le Anthony Starr, là, l'acteur qui joue. Après, si je veux vraiment chipoter, quand les antagonistes sont là pendant très très longtemps, parfois t'as des petites pertes de crédibilité dans le sens où, par exemple, bah, Homelander, il a plusieurs fois dans la série rencontré les héros et pourtant il les a pas tués. Après, voilà, il avait des raisons, enfin, il les a pas C'est tous tués plutôt. c'est ça, c'est le Parfois, souci de le faire garder aussi longtemps. c'est ça, oui. Donc voilà, après, il est très menaçant, il fait peur, etc. Il est surpuissant. Mais voilà, par moment, tu te dis, enfin, si tu veux garder de la crédibilité dans la série, Il est incompétent, quoi. Il est incompétent parce qu'il arrive pas à buter ouais, c'est ça. un gars qui est, par exemple, dans un endroit, bien étriqué et 1000 fois il pourrait le tuer, mais il fait pas parce que c'est le scénario. Mais du coup, Ouais, il c'est est-ce ça. qu'il perd en charisme et tout ça, c'est aussi un sujet, quoi. Mmh. Mmh. Mais après, bah, moi de mon côté, par exemple, enfin, si je vois un méchant dans une série, j'ai envie qu'il reste méchant et que ça soit justifié, que ça soit pas juste, méchant pour être méchant, qu'il y ait un vrai développement qui soit fait, quitte à créer de l'attachement. Mais justement, heu, je pense à une série comme, The Penguin, où on suit alors notre entre guillemets «héros», c'est un antagoniste, c'est un baron de la pègre, à savoir le pingouin Alors c'est un et protagoniste. Jusqu'où à ce oui, moment-là. Il est juste mauvais, mais c'est le protagoniste. Ouais, ça se c'est pourrait. ça. Mais oui, on peut. Et tu vois, c'est très bien fait, c'est très bien développé et même au moment où tu te poses la question de: «Ah mais finalement, circonstances aggravantes, tout ça»,
Eh ben non, après la série, elle te rappelle que non, 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 c'est un antagoniste, faut pas, Qu'il est mauvais, faut pas quoi. oublier. Voilà, c'est ça. Et c'est ça un vrai développement, pour moi, enfin, du moins un développement que j'apprécie, dans une série. Ou quand bien même on sache que voilà, il était comme ça avant, que dans son enfance, il a pu peut-être vivre des telle ou telle chose, mais que là, à cet instant T, ça reste quand même un antagoniste, un méchant. Mmh. C'est ça, en fait. Et après, des exemples pareils, j'en ai plein, par exemple, Breaking Bad, Gus Fring, voilà, et on a un peu des idées sur son passif. Bah, pareil, à la fin, quand enfin, il lui arrive enfin, une de ses dernières scènes, voilà, ça reste quand même un antagoniste. Pareil même, Walter White, hein. Walter White, c'est un personnage qui, bah, justement, c'est dans le titre, hein, Breaking Bad, c'est il devient méchant de plus en plus, quitte à se couper de sa famille, à prendre les pires décisions et c'est une descente aux enfers enfin, dont on est témoin et je trouve que c'est un des méchants ou antagonistes les mieux développés dans les séries, que j'ai eu à voir jusqu'à maintenant. Et après pour finir par rapport à The Boys, c'est par rapport au personnage du Homelander, ça me rappelle un peu, ce que disait, dans The Dark Knight là, soit, tu es un héros, soit tu attends assez longtemps pour devenir le méchant. Bah là, c'est avec les séries, c'est l'inverse, c'est soit tu as un vrai méchant, soit tu attends assez longtemps pour devenir, le gentil et c'est ce qui s'est passé par exemple avec, Homelander je sais pas, je suis Mmh, entre non. les 2. Mais par contre, Negan Negan, le personnage, il est venu à la saison, je crois 7 ou 8 de Walking Dead et alors je vais pas trop enfin, j'ai pas trop envie de spoiler, mais bon, c'est une série qui a commencé un peu à Ouais, dater. mais après Il est resté jusqu'à la saison 11 quand même, enfin jusqu'à la dernière saison et même il y a eu un spin-off sur lui. Et ça, c'est typiquement, bah, l'acteur qui est incroyable dans son rôle, hein, clairement, mais c'est devenu une sorte de gentil et ça m'a un peu, embêté. Voilà. Ouais, c'est vrai que tu pas beaucoup de choix, dans le traitement des antagonistes quand ça commence à durer. Ouais. Pour moi, le meilleur traitement que j'ai vu, c'était, par rapport, quand justement les antagonistes, ils commencent bas, un peu comme, au départ et après tu les Mmh. vois évoluer en même temps que les héros. Bah, le pingouin après c'est protagoniste, mais c'est un Mmh. méchant, on va dire. Mais tu vois, en fait, tu vois son évolution, tu vois son évolution et ça justifie, en fait, le fait qu'il soit là aussi longtemps. Donc ça, je Mmh. trouve ça pas mal. Comme le mec de Breaking Bad aussi, bah, Walter, même si encore une fois, c'est un méchant, mais c'est le personnage principal. Après, il y en a aussi qui sont restés un peu trop longtemps, je trouve. Bah, comme le roi de la nuit de Game of Thrones, il était très menaçant et après au final, voilà, on voit ce qui lui est arrivé. Il y a aussi, Sylar dans Heroes, je sais pas si vous suivez, mais c'est une série qui date un peu et ça parlait de super-héros. mmh. Lui était un méchant très charismatique, dans une ou 2 saisons et après il devient un peu plus gentil et un peu moins fort comme d'hab, hein. Quand les méchants changent de camp, ils deviennent moins forts. Mais voilà, enfin plus anti-héros dans le sens où, il y a ils arrivaient à trouver des points communs qui les motivaient à aider les héros, mais ils restaient, un peu méchants. Et par contre, voilà, moi le meilleur exemple d'antagoniste que j'ai, je pense pas que ça va parler à grand monde, mais c'est Livia Soprano, la mère de Tony Soprano, qui lui-même est un méchant, voilà, elle c'est une antagoniste, dans le sens où en fait, du coup, c'est une vieille, elle est assez assez faiblarde et en fait, on se rend compte que petit à petit, elle fait beaucoup de mal bah, au protagoniste et à toute sa famille. En fait, c'est une mère maquerelle qui arrête pas de mentir, qui manipule les gens et qui en plus derrière joue la victime. Donc ça m'a très marqué parce que justement, comme je disais, elle est assez frêle. Il y a aucune violence physique, hein. Tout le monde la bat au bras de fer ou à la bagarre, mais pourtant elle fait beaucoup de mal à tout l'entourage et voilà, moi ça m'avait pas mal marqué. Du coup, McFly, toi, je sais pas si tu as ou Odd09 aussi, salut, qui nous a rejoint. Je sais pas si vous Heu, avez, Moi, je sais pas, en fait, je cherche, j'avais la même idée que Franck, en fait, par rapport à Spike. Mais en fait, Spike, ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que, au départ, ça doit être un super méchant, mais le public l'a tellement trouvé cool, avec l'interprétation de James, Masters, que c'est devenu un personnage, préféré des fans de Buffy.
avec un côté méchant, mais cool, anti-héros, quoi. Mais est-ce que c'est pas justement le fait qu'il devait virer de la série assez tôt et qu'au final, il fallait absolument le garder, donc il fallait le faire évoluer et changer, non? Je connais pas très bien Buffy, Ouais, mais en général, Buffy, c'est comme ouais, ça. mais bon, Buffy, en fait, oui, il devait pas rester longtemps, mais ça doit être un méchant, mais les gens ont tellement adoré sa prestation que Mmh. ils l'ont fait garder, et c'est devenu, en fait, ça a fait l'effet inverse pour Spike au final. C'est devenu un personnage, et moi aussi, je crois que Buffy, c'est une de mes séries préférées, et ce personnage, c'est un vampire c'est un méchant, c'est le vampire le plus sanguinaire de l'univers de Buffy, et en fait, il a un côté, cool, ça fait l'effet inverse. Après, il y a une phrase de Hitchcock, qui est très connue, mais je sais pas si elle s'applique aux séries, mais c'est-à-dire que plus le méchant est réussi, meilleur sera le film, et pour lui, c'était ça, quoi. Il s'occupait d'abord des méchants plutôt que des héros. Je sais pas, bah, par exemple, Sheldon, c'est un méchant ou pas? Moi, je vois Sheldon, tu vois? Dans Big Bang Theory. Hein? Je sais pas Hein? trop. J'ai jamais eu cette vision, j'avoue. Ah ouais, tellement casse-couille, quoi. Mais non, parce que des fois, je me refais des épisodes, et même 10 ans après, Le j'ai envie de flinguer ce gars, quoi. Non, mais vous voyez ce que je veux dire dans le terme méchant, putain, c'est comment tu fais pour vivre avec un gars comme ça, quoi? Ou Dexter, est-ce que c'est un anti-héros? C'est un peu comme, après j'ai jamais vu Breaking Bad, j'ai dû voir 2-3 épisodes. Je crois qu'il y avait un super mé Ouais, il est pas OK, c'est pas un chevalier blanc, il y avait un super méchant dans Dexter, je crois, Ouais. Mais faut pas confondre méchant et antagoniste, hein, je le redis encore. mmh. Ouais, ouais. et oui, c'est les termes qui changent, Ouais, c'est pour ça aussi que j'avais renommé le truc en antagoniste parce que, en fait, il peut y avoir un antagoniste et un protagoniste méchant ou qu'ils ont pas les mêmes, visions. Mais j'ai pas trouvé d'exemple, c'est bizarre, mais dans ma tête. Mais on peut avoir aussi du coup un protagoniste méchant et un antagoniste gentil. En fait, je pense, j'ai pas de série en tête, mais je pense à Death Note, c'est plus, un dessin animé, hein. Mais voilà, en série, je sais pas s'il y a d'exemples de ça, mais ça Peut-être, You? peut exister. Ah, Non. ou c'est qui ah, la blonde peut-être? J'ai vu que la première saison. Après, je sais pas s'il a vraiment une opposition lui, en fait. Bah, c'est l'antagoniste vu qu'elle sert à le faire évoluer. On le voit au fur et à Mmh. mesure que la série avance, c'est un peu à cause d'elle, quoi, tout le long de la saison. C'est lui qui fait évoluer le personnage. C'est pour ça, hein. J'ai un Ouais. exemple, alors j'ai un film en exemple, mais un Oh, protagoniste et un antagoniste, où ils sont potes, je pense à Whiplash. Je sais pas si vous avez vu le film? ils sont potes? C'est pas son maître de batterie, ils là? sont musiciens, enfin, c'est Si? son prof. Et ce qu'il veut, c'est juste qu'il s'améliore, mais c'est l'antagoniste pour autant. OK, non, je croyais que tu avais dit: «Ils sont potes», j'avais pas compris. C'est vrai qu'ils sont pas très potes. Bah, ils sont potes, mais entre guillemets, hein, mais ils sont genre, enfin, J.K. Simmons cherche à le faire évoluer, quoi. Mmh mh. Il a pas un truc où il essaye de l'anéantir, il veut plus verrer sa carrière ou quoi que ce soit. Et pourtant, c'est vraiment l'antagoniste principal, Mais pour même lui. en y pensant, par exemple, sur Breaking Bad, il y a Hank, le policier, là. Mmh. Dexter, on peut dire aussi l'autre policier, là, Le Renoir? celui qui a plein de mèmes, là. Ouais, Oui, Oui. parce que lui, Ah, bref, il sent qu'il y a un truc pas net chez Dexter, quoi. ouais. Mais ouais. il avait pas tort, au final. Et du coup, c'est un antagoniste gentil, quoi. Bah, Bah, j'ai un doute, Un ouais, peu bah, borderline, mais gentil. c'est celui qui fait évoluer le protagoniste, quoi. C'est juste ça. Il y a pas de qu'il Mmh. soit méchant ou bon. et le docteur Cox Et dans Scrubs. pour Scrubs. Bah, parce que non, mais par rapport à ce qu'a dit Akila, justement, à Whiplash, parce que Mmh. l'autre, c'est son Oui. professeur, mais en fait, Mmh. le docteur Mmh mh. Cox, il embête, JD, mais en fait, ça a toujours été son personnage, mais il veut le faire monter, quoi, à chaque fois, il le «rabaisse» entre guillemets, il y a toujours, entre guillemets, «un bon fond» derrière. C'est une sorte de professeur. C'est ça. Mmh. En fait, il connaît son potentiel et il fait exprès de le briser pour qu'il devienne meilleur, quoi. Oui, voilà, c'est le C'est lien. une, méthode, c'est l'idée du film. Voilà, je te rejoins, quand tu as parlé de ça, moi, ça m'a fait penser, par exemple, au docteur Cox.
Bon, on est d'accord, il y a quand même un degré différent entre ce que le mec lui met dans la gueule dans Whiplash et Docteur Coach, Oui, Cox bien de sûr, là, c'est la tu vois? maladie. Si tu fais une C'est pour couille, ça que ça me fait oui, voilà, marrer. c'est un hôpital si tu fais Mmh. mmh, Même surtout c'est une série comique, c'est pour ça que je trouve ça marrant, oui, mais tu sais, comparé. même si c'est comique, enfin, Scrubs, c'est quand même c'est tragique, un peu comique, mais quand tu te fais rabaisser sans cesse à la fin, je veux dire, des fois, les Cox, ce qu'il fait, moi, des fois, ça m'aurait gavé qu'on me parle au travail, H24 comme ça, quoi. Le supérieur, à la fin, Tout le monde a donné son avis, non? Ouais. Mmh. il y avait pas trop Ouais, Et c'est donc d'espoir. on va malsaine, et mais en soi, c'est pour le bien du personnage principal. Mmh. Donc, c'est Après, avoir un personnage qui te met, plein de tiers dans la tronche, tout on le long, ouais. non, je Est-ce sais, que mais ça devient pas un peu il a un bon fond. Je crois qu'après, mmh, je me rappelle plus trop, mais il me semble que tu as des faux protagonistes et des faux antagonistes. après ça, bah, Whiplash, ça reste un univers, malsain quand même, enfin Je le ce l'avais qu'il fait, J'avais qu'est-ce qu'elle a analysé, écrit en en fait, le comment dire? film en cours de mmh, scénario et en fait, on a Non mais détecté des faux protagonistes et des faux antagonistes. ouais, parce que tu es d'accord que si on part dans ce sens-là, par exemple même Thanos il est gentil. Enfin en fait, tous les méchants ont des raisons d'être méchants. C'est juste qu'ils s'y prennent mal. Mais il reste ouais, quand même, mauvais. mmh, C'est-à-dire qu'ils ont un but. En fait, c'est Non, juste un niveau d'opposition différent. Genre Whiplash, il veut juste le faire enfin, il veut vraiment qu'il s'améliore dans le film, alors que Thanos, il veut tuer la moitié de l'univers, donc c'est différent quand même. oui, mais les ce que je là où je voulais venir, c'est que les 2 ont des raisons, «bonnes» entre guillemets de le Ça, faire. il y a toujours des Mais raisons ils s'y plus ou prennent moins mal, bonnes. Après, tu vois? enfin, ils ont toujours des bonnes raisons, sinon sans bonne raison, tu es juste méchant pour être méchant. Ah ça existe, hein. Il y en a de Bah, moins en moins, mais ça existe. enfin, c'est rare, mais il y a toujours un fond dans le truc. Oui, sinon ça peut arriver aussi que le fond, il est tellement débile que, c'est Si tu regardes tous les autres, méchants connus, que ce soit le Joker, Dark Vador ou même, Voldemort, et il s'est passé quelque chose dans le passé pour qu'ils deviennent, comme ça, quoi. Et plus tu apprends sur le personnage, plus tu sais plus ou moins. ouais. Mais après ça excuse pas ce qu'ils font, c'est là que je veux en venir. Bah, ouais, c'est ça. Ah, c'est pour ça qu'il y a les gentils pour les combattre. Ouais. Non, mais après, c'est marrant, enfin, dire gentil et méchant, c'est pas forcément la même chose que protagoniste et antagoniste. C'est juste, Mmh. faut faire attention à ce lapsus. est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses sur les antagonistes? Ouais, je pense qu'on a fait le Et tour, bah, hein. du coup, Mmh. on peut passer au sujet suivant. Du coup, c'est le succès des youtubeurs au cinéma. Alors ça, Yes. c'était un qui était géré par Mélard? Non? Ouais. Ah! Merci du coup de main Franck, hein. Non je déconne. Non, mais j'ai rien préparé du tout pour ce soir, j'ai même pas proposé de sujet, d'ailleurs, Ah bon, Touriste. c'est des Verdez, c'est pas grave. Ouais, du coup, le sujet sur le succès des youtubeurs au cinéma, bon, bah, comme vous savez, c'est venu avec, le film Obsession que j'ai adoré, qui m'y a fait penser. Sachant que, en fait, ça part d'une mouvance où, je trouve que depuis quelques années, il y a des réalisateurs qui ont, beaucoup construit leur audience sur internet avant de pouvoir percer au cinéma. Donc en général, c'est des gens autodidactes qui ont beaucoup expérimenté sur le web. Et après du coup le web a servi de vitrine pour attirer l'attention des studios. Donc par exemple, je vous donne, le parcours de du Curry Barker, celui qui a réalisé Obsession. Lui il a un parcours un peu classique dans le sens où il a démarré une école de cinéma, où d'ailleurs il a rencontré son pote, Cooper Tomlinson, avec qui il a créé une chaîne YouTube pour faire des vidéos courtes, comiques dans un premier temps. Et après ils ont commencé à diffuser des courts métrages comiques et horrifiques. Et jusqu'à atteindre, le court métrage qui s'appelle Milk and Cereal, le moyen métrage même parce qu'il dure, 1 heure. Il est sorti l'année dernière, je crois, ou un peu plus. Il y a eu pas mal de succès bah, récemment là, cette année est sorti Obsession, qui je le rappelle a été tourné en 20 jours. Il y a eu un budget de 750 000 et qui a rapporté pour l'instant 285 millions de recettes, et c'est pas encore fini, il est encore en diffusion et il est déjà dans le top 10 des films d'horreur de tous les temps.
Voilà. Oui, Et sachant que même l'actrice, Yvette, je sais plus comment elle s'appelle là. Inde Navarrete. Anne de Navarrete, merci. Elle avait fait des tout petits rôles, mais elle a surtout été connue parce elle faisait des let's play sur Last of Us et c'est comme ça qu'elle a gagné aussi une communauté. Donc voilà, il Bah, y a lui ouais? elle était aussi apparue dans la série Superman, hein. Ouais, Après je oui, sais il me pas si semble, c'est ouais. avant ou après ces let's play Ouais, bah, ou Certain il y a eu aussi Certain Reason Why. en tout cas, elle a eu une petite, ouais, elle a des petits rôles, elle a pas eu les rôles majeurs, Mmh. donc c'était aussi un coup de poker dans ce sens-là, elle a pas un parcours normal. Et aussi rapidement, je peux parler aussi de Ken Person qui a sorti, Backroom. Lui, c'est encore pire, il a pas fait d'école cinéma, il a rien fait du tout, enfin, il a rien fait du tout entre guillemets, du parcours. Sauf qu'en fait, à 16 ans, il a commencé à faire des vidéos sur les backrooms sur YouTube. Après, il a atteint des millions de vues. Il a fait une web série du coup, sur les backrooms. Ensuite, il a été repéré grâce à ça. Il y a une adaptation, cinéma, il a signé avec, Blumhouse, je crois, ou, A24, je sais plus avec qui. C'est à 24. Heu, A24, merci. Et du coup, on lui a donné, 10 millions de budget, ce qui est pas cher, par rapport aux 248 millions de recettes qu'il a eu pour l'instant, à 21 ans seulement. Donc là, actuellement, elle a 21 ans quand elle a sorti ça. J'aurais pu aussi parler des Daniels, qui faisaient des clips, avant de faire, Everything Everywhere All at Once. Il y a les frères Philippou qui ont fait pas de films d'horreur et cetera. Donc voilà, et leur point commun, en gros, c'est qu'ils avaient tous une grosse communauté d'internet qui leur a permis justement de sortir d'avoir un succès sur des longs métrages. Donc mes questions pour vous, c'est: est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle, par exemple au niveau créativité, le fait que par exemple les studios les appellent, ou c'est juste, par exemple, se servir de la popularité d'internet pour faire des chiffres derrière? Et aussi rapidement aussi, est-ce que vous, ça vous rebute de voir, les films des réalisateurs qui n'ont pas de parcours traditionnel, qui n'ont pas forcément fait de longues études? Est-ce que vous arrivez à les prendre au sérieux, quoi? Et d'ailleurs, je parlais de réalisation dans mon intro, mais on peut aussi élargir ça aux acteurs, qui ont été découverts sur YouTube. Donc je sais pas qui veut prendre la parole par rapport à ce sujet-là. Sledju, par exemple? Tu commences jamais, vas-y. Oui, vas-y. Bah, moi, je trouve qu'on a, un vivier assez, important quoi, sur YouTube ou même, des créateurs qui traînent sur les réseaux sociaux et qui montrent un peu leur façon de voir, et de filmer. Donc, tu as des histoires de montage, tu as des courts métrages, tu as, des mini comédies, enfin c'est vraiment incroyable et du coup le fait qu'il y ait des studios qui s'intéressent à ces créateurs-là pour, leur donner un peu, les clés, pour qu'ils sortent un film, vraiment quali, mais qui leur corresponde quoi, ça c'est vraiment une bonne chose. Par exemple, bah, pour Obsession, comme tu l'as dit, hein, Curry Barker, voilà, il a eu l'occasion de faire son film. Le studio lui avait demandé de réécrire potentiellement, alors je sais pas si c'est ce studio-là ou un autre, qui lui avait demandé de réécrire, pour faire en sorte que le personnage principal ne soit pas Heu, Inde Navarrete, mais plutôt, l'autre là, le héros, enfin, le personnage, je sais plus comment Bien. il s'appelle, Bear, voilà, et il a dit: «Non, non, non, je veux pas réécrire mon scénario, je veux faire comme j'en ai envie», et au final, il a eu gain de cause et là, le film, il est, bah, voilà, il a rencontré un succès énorme et c'est ça, c'est qu'en fait, il y a plein de créateurs à qui on les reléguer et les catégoriser en, «Oh, ça vient de YouTube, c'est bon, ils vont faire, n'importe quoi et c'est bon ça». Donc c'est dommage parce que vraiment, ils ont de quoi proposer des choses. Maintenant, parmi tous ces créateurs-là, tous ne sont pas des personnes qui proposent des créations originales ou, qui ont envie de proposer du cinéma. Si on fait un peu le tour rapide, mais bon, dernièrement, en France, on a eu quand même des youtubeurs, qui ont sorti des films pour des sorties exceptionnelles. Je pense à Kaizen, par exemple, ou, d'autres films, alors je sais plus, c'est là dernièrement, il y en a un, il a aussi fait un film sur, parce qu'il va passer ses 30 ans ou parce qu'il a fêté ses 30 ans, je me rappelle plus du nom. Sable Afrique. C'est ça, très certainement. Il y a des films ou voilà, des œuvres qui sortent au cinéma qui ont été «réalisées» entre guillemets par, un youtubeur ou qui ont été centrés centrés sur un youtubeur et la qualité, laisse à désirer quoi. Ça dépend, en fait, faut trouver le juste milieu. Tu peux avoir des réalisateurs, qui viennent de YouTube et qui peuvent
produire des trucs incroyables, comme par exemple Curry Barker, comme juste des gars à qui on leur a dit, «Ça vous dit de sortir un film, centré autour de vous?» et après c'est juste le marketing qui prend la main et qui dit: «Regardez, le prochain film de tel youtubeur va sortir, venez le voir, sur grand écran, ça va être incroyable, quoi». Il y a Haute09 qui disait: «Je n'ai vu aucun film de youtubeur, mais je me dis que s'il y a la qualité, alors pourquoi pas?» Ouais, Laisse la les chance aux femmes. le chemin de tout ce qu'on a dit, c'est différent. Seb Lafrite, c'était un youtubeur de base, donc ils ont sorti un film parce que c'était un youtubeur. C'était pareil pour Inoxtag, là, pour, Kaizen. Mais en soi, les 2, est-ce qu'ils s'y connaissent autant que ça dans le cinéma? Je sais pas. Parce que le mec qui a réalisé, Backroom, ça fait quand même 4 ans qu'il fait des vidéos. Il Mmh. connaît très bien le concept du truc, c'est lui qui les a créés et il en a fait déjà pas mal de vidéos, hein. C'est pas juste des vlogs comme les 2 autres et puis il a été très bien entouré quand c'est A24 qui a produit le film. Pour Obsession, bah, il a fait une école de cinéma. Voilà, c'est totalement différent. Oui, en fait, il a fait une école de cinéma, mais est-ce qu'il aurait pu sortir un long métrage s'il y avait pas YouTube? Ça, justement, je suis pas sûr. Parce que justement, ils ont pas mal cravaché, sur leur chaîne, ils l'ont sorti il y a 4-5 ans, voire plus, hein. Où ils sortaient plein de petites vidéos déjà d'abord humoristiques assez courtes et après ils ont monté de gamme avec leur court-métrage, qui augmentait en qualité, avant justement d'être repérés et dire: «Bah, regardez, on a fait ça, les gens aiment bien, pourquoi pas un film?» Bah, Donc en gros, YouTube a vraiment servi de plateforme de tremplin plutôt pour te faire voir film. Tu voulais dire un truc? je voulais dire après, bah, en fait, je trouve ça dommage que personne en parle dans les réseaux sociaux. Alors comme ça, tout le monde se mettrait à regarder, ce que font les youtubeurs français comme film. Tu penses à quoi, ouais, comme, Bah, en fait, j'ai remarqué, c'est toujours un peu les mêmes films qui font énormément, polémique et c'est en général plus les films américains que les films français mmh. et je trouve ça dommage. Mais ouais, j'espère qu'un jour ça finira par changer. J'ai pas bien compris. Bah, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que là, vous parlez des courts-métrages, enfin, des films français, mais en fait, ce que je trouve dommage, c'est que personne en parle sur les réseaux sociaux et le seul court-métrage, français qui est sorti, sur YouTube, c'est le film de Inoxtag. Mmh. Il est sorti d'abord au cinéma, après il est sorti sur YouTube. Ah ouais? Bah, je savais pas alors. Mais après on parlait plus vraiment des États-Unis, on n'a pas trop parlé des Français. Mais j'avoue, je connais pas trop de Français, parce que je Eh sais ben, que il y par en a, exemple hein. Inoxtag et Ouais. Seb Lafrite, c'est plus un truc à côté, quoi, qu'ils font. Alors, il y a des, youtubeurs, français qui ont essayé d'aller vers le cinéma. C'était toutes, oh, j'ai plus leur nom en tête, mais ils ont fait des choses absolument catastrophiques. Ils ont essayé de faire de la comédie, donc de reproduire un peu ce qu'ils faisaient sur YouTube, mais, au cinéma et les premières res moutures, des youtubeurs français au cinéma, c'était juste une catastrophe, quoi. Les films ont été des échecs, ils étaient pas drôles, ils ont pas réussi à ramener leur public de YouTube au cinéma. Et Mmh. donc du coup, tout ce qui va concerner la partie, comédie française, issue du YouTube français, bon, pour l'instant, il y a rien eu de particulièrement, notable, quoi. Oubliable, voire honteux même. Mais il y a quand même eu, par exemple, Les Visiteurs du futur, enfin le film. Ah oui, ah ouais, ouais, ouais. Oui, là, bah, ouais. Alors, je l'ai pas vu, hein, mais je sais pas si c'était bien ou non. C'était sympa, mais après c'est un peu de niche, hein, ce genre de truc. Je sais pas s'il a vraiment eu du succès. Je sais que leur communauté a bien aimé, hein. Mmh. Mmh. Est-ce que le plus grand public, a aimé? Sachant qu'eux déjà de base aussi, ils faisaient des courts-métrages, à la base Visiteurs du futur, c'était des courts-métrages qu'ils faisaient sur YouTube mais derrière oui, malheureusement c'était pas très connu. Mmh. Même quand c'est sorti au cinéma. Et je vois, ouais, les films dont tu parles, c'est plus avec la bande de Mister V, Kemar, Natou, et cetera, dans une maison hantée, c'est pas de ça dont tu parles, Exactement, Franck? exactement, voilà. C'est à Ah oui, ça que je ça, Je sais pensais. plus comment il s'appelle. horrible. Que j'ai pas Ah, vu, côté hein, comédie mais aussi. que je fais confiance aux notations des gens. Ouais, c'est ça qui est dommage. On n'a pas de grands réalisateurs, Bah, après, la différence, c'est français, je qu'eux, trouve. ils se sont fait connaître parce que c'est des youtubeurs et c'est tout. Alors que les autres se sont fait connaître parce qu'ils ont fait des projets déjà, version plus courte qui marchaient très bien. Genre, le réal de Obsession, il faisait la shortcom, non, des petits trucs humoristiques. C'était pareil pour, Jordan Peele qui faisait, Key and Peele,
à ses débuts Oui. et qui a Mmh. fait aussi Mmh. des films d'horreur, films d'horreur, des thrillers parfois, plus psychologiques D'ailleurs, c'est marrant ce à lien, ouais, suite. parce que Donc ils ont tous commencé i par de la comédie et ils sont partis en horreur, c'était bizarre. c'est ça, mais en fait, ils se font connaître Ouais, parce c'est un peu qu'ils savent déjà faire, certains trucs et du coup, bah, tout le monde voit et ça intéresse, pas mal de monde et ils se font connaître et ils ont d'autres projets et du coup, bah, la production veut bien les financer, hein. Parfois, c'est des courts-métrages qui ont été vus ou remarqués dans des festivals. Comme pour les backrooms, bah, c'était pour les réseaux sociaux. Le truc qu'on a en format court et il y a pas mal de public et puis, bah, pourquoi pas le produire en format plus long et voilà, hein, c'est tout. Alors que produire un film, où c'est un youtubeur qui a juste envie de faire un film sur lui-même ou mmh. ça en fait, ça revient en fait, à faire un vlog. Pas forcément Ouais. enfin, le mec s'est fait connaître pas parce qu'il sait faire un projet ou par rapport à un projet. C'est juste, il faisait des vlogs et voilà, il a pas mal de monde abonnés derrière, mais est-ce que ça va faire autant de succès que ça? Je sais pas. Ouais, j'ai l'impression que les réalisateurs américains, ils prennent vraiment plus le sujet au sérieux, que les Français qu'on a, hein. Après, je doute pas qu'il doit y avoir des pépites quelque part qui sont pas très connues, Ah si, par vu que, par exemple, tu as eu Intermarché avec sa pub avec le loup, où le mec a fini, bah, il y a une production qui de ceux qui ont fait, du coup, cette pub-là, bah, ils sont engagés pour faire un film. Ouais, mais ça, c'est un studio, c'était un studio à la base, je crois, c'était pas des youtubeurs? Non, c'est pas des youtubeurs, mais dans le sens où, eux, ils se sont fait remarquer grâce aux réseaux sociaux aussi. Mmh. Ouais, ouais, si, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça a fait pas mal de bruit, du coup, bah, voilà où ils en sont. C'est juste, tu te fais connaître par rapport à quoi? Bah, si tu sais faire, si tu un bon projet, enfin que ton projet marche sur les réseaux sociaux ou en festival, bah, en général, c'est produit derrière. C'est pas parce qu'il y a, tel influenceur et pourtant ça a été essayé même pour les acteurs, hein. I vous connaissez quand même pas mal d'exemples où, tel acteur, fait la voix off ou joue dans le film alors que ça veut rien dire, ça va pas faire amener du public. On avait ça aussi avec les doublages, ouais. Ouais, c'est ça, pour les films d'animation où, tu Antoine Griezmann qui faisait la voix de Superman, Lego ou ah oui, le plus drôle c'était, Hanouna qui faisait la voix d'un personnage dans, je sais plus, comment il s'appelait dans truc Sausage Party. Ça je me OK. suis dit: «Mais, à quel moment c'est devenu un argument de vente, d'avoir Cyril Hanouna qui fait la voix d'une saucisse quoi?» Mmh mh. Bref. Bah, Bah, malheureusement, ça marche sur certains, hein, le Star Talent, ça. Ouais, 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 mais ouais, c'est c'est assez le rare. star sans le talent quoi, enfin bref. Mais oui, oui, Il y a eu Mister V aussi pour, un dernier oui. Transformers où il faisait la voix off Bah, il a aussi Ah oui, d'un robot, enfin d'un Transformers, pardon. mais Ils avaient fait ça aussi pour, un film avec Squeezie, Cyprien et Natou. Aussi ils jouaient des mouettes et ils ont utilisé ça comme, argument marketing, c'était il y a très longtemps. Et finalement ça avait pas marché. Et il me semble que Squeezie aussi avait fait un doublage pour, un film d'animation venant d'un jeu. Ratchet& Clank. Ratchet& et Clank, Ouais, merci. ouais, Mais bon, à chaque fois, c'est pas ça qui font venir les gens. ouais, Le ouais, manoir le star aussi, talent. Franck, merci. Mmh. Ah non, tu as donné un bon exemple aussi. Donc c'est pas la popularité d'une personne qui fait venir, mais c'est plus ses projets qui sont bons ou pas bons. Oui, c'est ça, surtout que pour revenir au succès, je suis désolé, moi je connais surtout les Américains. Moi je trouve que justement ça amène, une vision alternative de ce qu'on a, parce que parfois le cinéma tourne un peu en rond. Je trouve que ça amène un peu de fraîcheur et surtout eux, ils savent ce que leur type de public ils veulent. Ils veulent pas forcément plaire à tout le monde, au plus grand nombre. Ils veulent vraiment surtout plaire à garder leur vision, comme tu disais Slade tout à l'heure avec le gars d'Obsession qui voulait pas changer, son personnage principal, et je trouve que c'est bien justement de rester ses positions, quitte à ce que on laisse des gens de côté. Parce que, par exemple, on voit que dans Obsession, quasiment tous les personnages sont gris, hein. Ils ont tous, leurs défauts à des degrés différents, et aussi la chose la plus importante, c'est il y a le travail, mais il y a aussi le talent, parce que c'est des gens inconnus. Mais quand tu vois le film, par exemple, Obsession, encore une fois, bah, professionnellement, ils tiennent tous la route. Tu trouves pas de personne qui est vraiment à côté, et le scénario, il était assez bien ficelé. Je pense qu'ils ont vraiment pris du temps pour travailler dessus, et voilà, ils ont pas copié une recette déjà établie en se disant: «Bah, tiens, il faut qu'on mette un ici, il faut qu'on mette un jump scare, enfin, un jump scare toutes les 10 minutes, sinon on va oublier le public». Enfin, voilà, je trouve
trouve que ce film, justement, il représente bien le changement du cinéma. Donc, je sais pas si ça va continuer comme ça. Macron, je l'ai pas encore vu, mais bon, on verra bien. Et, ouais, par exemple, c'était la même chose avec Everything Everywhere All at Once. Il y avait Bring Her Back aussi qui était différent. Ça, voilà, ça vient de des gens qui ont fait leurs armes sur Internet. On sort un peu des sentiers battus. Je trouve ça sympa et rafraîchissant. C'est surtout des projets vus sur internet, c'est pas forcément un youtubeur en question. Enfin, je trouve qu'il y a une nuance. Comment ça? Bah, genre, ils se sont fait connaître grâce aux réseaux sociaux, mais c'est Ouais. pas des vlogueurs, ou autres, de YouTube Ah oui, qui font, des vidéos, enfin, oui, tu vois ce que je veux effectivement, dire? si C'est pas tu des projets ouais. cinématographiques. Ouais, Tu faisais si tu parles, c'est vrai que même dans leur YouTube, déjà le thème de base, dans leur chaîne YouTube plutôt, leur thème de base, c'était assez les vidéos, donc ouais, ça a dû, donc il y a même eu ouais, un film, je sais pas si vous en souvenez, Rapide. Je crois que c'était une influenceuse à la tête d'affiche sur un truc, de Formule 1. Ah oui, je m'en souviens. Ouais, c'est français? voilà, mais au final, ça a pas marché. Ouais, je crois que c'est sorti pas longtemps après, F1 ou dans une zone. Donc en général, juste, bah, les bons talents qui ressortent des réseaux sociaux, c'est ceux où tu vois qui font des projets sur les réseaux sociaux qui fonctionnent bien et puis voilà, il y a un public qui se crée, hein. Mais c'est grâce à leur projet, pas grâce à eux. Enfin, je sais pas si je me fais mieux comprendre. Je suis sûr que ça doit exister des youtubeurs français qui ont réussi au cinéma, mais j'arrive Bah, pas en fait, le à trouver. seul, youtubeur qui a vraiment réussi à faire le truc, mais c'est parce qu'il faisait, des vidéos sur des jeux d'horreur, H24, donc il a fini par comprendre. Ça reste une exception, c'était un youtubeur américain qui a financé son propre projet. Alors je sais plus si, j'ai plus le nom du youtubeur exact, mais je crois qu'il avait financé son truc à 8 millions et il a réussi à rentabiliser son film. C'est la seule exception, à la règle. Mais sur combien de personnes, quoi? C'est Et Aaron sinon, il y a Long aussi Ah qui oui, avait fait oui. son film Tu Iron comment? Lung, ouais. Ah oui, ouais, ouais. et il avait réussi à le rentabiliser. Alors, Marc Pillar, je crois? Mark, Fischbach, c'est lui qui a fait son ouais, c'est ça, c'est le nom du youtubeur. Même si au niveau des critiques, bah, c'est pas forcément top, mais il avait réussi à rentabiliser, il me semble. Mmh. Le film s'appelle Aaron Lung, c'est ça? Ouais, Aaron Lung. Mais il avait créé tout un univers, si je dis pas de bêtises, autour de ça, de son histoire. C'est un jeu vidéo même d'ailleurs, non? Et je sais Oui, plus, c'est un jeu je connais vidéo, pas trop. pardon. Ouais. Il a fait un jeu vidéo, en fait. D'accord, OK. Et c'est encore une fois un film d'horreur. Je sais pas pourquoi, Parce que bah, après c'est vrai que ça coûte moins cher, c'est moins mais cher, ouais. Ouais. ouais, mais c'est quand même bizarre de Et tu fais un film de SF, ça te coûtait beaucoup plus cher, alors C'est ça. qu'un film d'horreur, ç ça ça coûte C'est pour très, ça très, qu'il très y en peu a cher à toujours, même si c'est pas ce qui faire. rapporte le plus, c'est ce qui coûte le moins. Mmh. Ouais, alors, ouais, mais bah, une comédie, ça coûte pas non plus hyper cher, hein, ça dépend ce que tu fais, Ouais. après c'est non, Ouais, aussi mais plus c'est difficile ça dans le sens où il faut tenir en haleine les gens pendant 1h30. ouais, mais il y a plus de gens qui vont se déplacer pour un film d'horreur qu'un film comique, Il y a un plus ouais, gros bah, public, je dirais. c'est vrai pour les États-Unis. Mais, du coup, C'est un américain, bon, hein. ça me permet vous en avez peut-être parlé, quand j'étais mute, mais du coup, Obsession, je suis toujours étonné par le budget du film Obsession, parce que j'ai vu le film, j'étais pas au courant du budget et on dirait pas du tout que le film a coûté, si peu cher, quoi. Donc, ça, c'est une vraie prouesse. Enfin, c'est même étonnant, quoi. Surtout Et qu'il y a des acteurs, non, un peu franchement, connus, quoi. Heu, Un peu connus, qu'est-ce que je raconte? Je confonds avec non. Macron. Ah oui, non, non, Je je parlais de Obsession, du coup, Ouais, non, c'est moi. dans l'Obsession. Non, bah, après, c'est plus en termes d'effets spéciaux peut-être où ça se voit que Bah, ils ont tout mis sur le matos, sur certains mmh, VFX. ouais, parce que les effets spéciaux, ils sont pas fous, ils ont pas besoin d'être fous et c'est ça qui est aussi qui est bien, ils sont assez limités, même au nombre d'acteurs, et il y en a pas tant que ça, hein. Tu 4 acteurs principaux, après tu as des extras que tu vois vite fait, mais sinon, tu 4 acteurs et après sinon, ouais, c'est des effets spéciaux très, pas trop numériques, je crois, si j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ouais, j'ai pas senti le côté, numérique, quoi. bah, je ouais, en y réfléchissant, il y en a même pas, hein. Alors il doit y en avoir quelques-uns, mais sans plus. Parce que par exemple, j'avais vu une courte vidéo où par exemple, elle casse, une vitre de voiture et ça a été fait, Ouais. avec une vitre en sucre là, je sais pas quoi, et d'ailleurs, anecdote aussi, ils avaient que 3 vitres à péter et ils ont réussi la prise qu'à Ouais. la 3e, sinon ils étaient un peu dans la merde. Mmh.
Alors que voilà, tu dis le film il rapporte 185 millions, ils se prennent la tête à avoir que 3 vies, quoi. Mmh. Ouais. Et tu aussi, le fait que certains acteurs, bah, tu vois, la scène de cassage de vitres, c'est l'actrice elle-même qui l'a faite. Mmh. Oui. Mmh. Donc il y a eu plein d'économies, Et Escrimeuse un aussi. peu partout J'ai vu ça. et streameuse, voilà. Elle faisait des streams sur Call of. Mais ouais, c'est ça, c'est que enfin, c'est un film qui a été très bien fait et le budget a été très bien alloué, quoi. Mais il y a des films de 4-5 millions de dollars qui ont eu les Oscars. Hein. Ouais. Anora, je crois que c'est 4 millions. Moonlight, je crois que c'était 1,5. 4 millions seulement? Ah ouais? Il me semble. Hein. Ça m'étonne pas parce que c'est un film 6. qui ressemble beaucoup à une production européenne et c'est le budget moyen d'un film Ouais. européen. Donc, y a pas, quand tu vois le film, il n'y a pas besoin de plus, quoi. Mmh. Et aussi, enfin, on crachait pas mal sur les youtubeurs français, mais bon, il a pas encore transformé l'essai au cinéma et je pense qu'il a pas envie. Mais je sais pas si vous avez déjà vu les courts-métrages de Cyprien, ils sont vraiment pas mal, je trouve. Enfin, il en sort pas beaucoup, la qualité par rapport aux autres, en tout cas, youtubeurs français, elle est assez haute. Ah, Ouais. il faudrait que je regarde. Oui, mais il a commencé avec des courts-métrages, tu vois. Il a commencé à faire des projets avant de sortir un film direct. Mais il a pas fait de film, Cyprien. Oui, mais disons qu'il a déjà, il commence un peu à se tremper dedans Mmh. dans le cinéma. Là où certains youtubeurs, ils faisaient juste des vlogs, puis finalement, ils veulent juste faire un long vlog au final. Mais il n'y a pas de, comment dire, de réflexion cinématographique sur un projet ou un autre. En tout cas, ça m'étonnerait pas si dans 1 ou 2 ans, il annonce qu'il sort un film, et qui fonctionne. Moi, je Oui, serais pas très pourquoi pas. surpris. Artus, il a bien fait un film, ça a bien marché. Mais pour faire du spectacle, derrière, tu as quand même une construction sur faire un spectacle. Enfin, même si ça reste rien à voir, mais je pense qu'il a quand même dû réfléchir avant de faire son film. Et ça reste une exception. Vous me suivez ou? Oui, Oui, oui. oui, d'accord. Ça fait penser aussi au mec, qui a, Willem, je sais pas si vous connaissez? Il Ah a oui, mais lui, Oui, et il revient pour faire un film. il a il a sorti fait ce un film film Il est il est sorti, là? sorti sur Disney, mais apparemment c'est un gros et il flop. s'est fait J'ai pas encore vu, ouais, il s'est fait éclataxe Ah son ouais? film. le pauvre. Ouais. Et pourtant ces petites vidéos, elles étaient sympas, hein, mais bon. Ouais, ok. Attends, merde, comment t'écris? Willem, lui, il s'appelle et son film, c'est Who. Attends, mais ah, c'est le film s'appelle Who? Ouais, et lui, il s'appelle Willem. Who, attends, Who, W-U? W-H-O, comme qui en Ok, anglais. d'accord. Ah, je vois, il a 3,6 sur Sens Critique, les peu de critiques que j'ai vues, c'était pas ouf. Il voulait revenir, genre, style, c'est son comeback, mais au final, ça. C'est ça. Et pourtant, il a pris beaucoup de temps, hein, je crois il a commencé à faire des écoles de cinéma et tout ça, faut bien se préparer et tout, mais Après, faire des écoles de ah, cinéma, ça signifie rien. Moi, je suis en école de ciné, j'envoie des brels. ouais, mais avant, il avait vraiment une grosse communauté, enfin, il a toujours une grosse communauté sur internet qui, à chaque fois, attendait ses vidéos comme si c'était le messie, tu Tu vois? veux que je coupe ce passage, Aquila, ou Non, c'est assumé. Je ne sortirai pas de nom, mais c'est assumé. D'accord, très bien. Ah! Non, mais même moi, après, au début, je faisais des erreurs, mais c'est au tout début, j'ai essayé des trucs. Enfin, j'ai pas sorti un truc officiellement. Hein. Même le Nikon Mmh que mh. j'ai fait comme un bonbon, hein, c'était avec l'école que j'ai fait. Enfin, je l'ai fait avec l'école. Je l'ai fait. C'est l'école qui a produit une partie. Et puis, je l'ai fait au dernier moment. Mais bon, j'ai pas Oui. sorti un truc comme ça où j'ai eu le temps de réfléchir, etc. William, c'est vrai qu'il faisait des bonnes vidéos YouTube. Il arrivait à nous tenir en haleine, à faire plus ou moins des bonnes mises en scène, mais enfin, ça restait dans un format YouTube. Mmh. C'est Bon, comme, maintenant, ouais. je crois que c'était Franck qui avait mis le manoir. Je sais pas si c'est le studio Bagel qui avait fait le manoir de Ah, peut-être. comme production. Je sais pas non plus. Ça m'étonnerait pas, hein. Alors c'est Gaumont, mais je sais pas si c'est ceux qui faisaient le studio Bagel qui avaient fait le c'est pour ça que j'ai un doute. Enfin bref. Il y a aussi le Palmacho qui faisait des Ah, bah sketchs Oui, oui. c'est aussi vrai. et qui ont fait, Ouais. quelques films. Mmh. Mmh. Ils ont fait des Dupieux, d'ailleurs. Ils ont Donc fait Mandibule et les lequel, vedettes, il y avait, Max et Léon. D'ailleurs, je sais pas comment ça a été reçu, Max et Léon. Bien, je crois.
Je crois que c'est le film, je sais plus comment il s'appelle, avec, Laure Calamy, où en gros, elle joue une sorte de serial killeuse là, je sais pas et une voiture, mais je sais plus comment ça s'appelle. Où là, lui, il a un peu eu du mal à marcher, quoi. Mais attends, je vais bien Bonne trouver. conduite, c'est ça? Oui, Voilà, c'est ça, ouais, ouais. Conduite. Ouais, j'ai pas vu. Il est bien? Ça allait, quoi, c'est pas un film qui va te marquer, quoi. Est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses? Pas spécialement. Non, ça va. Ouais, je pense pas. Mais après, ceux qui ont fait des films, comme Le Palma Show, ils avaient déjà fait quelques trucs. C'est des Mmh. comme les autres où ils ont fait des formats courts, comiques. C'est pas Mmh. grâce à la popularité d'une personne, mais c'est plus, au format qu'ils faisaient déjà, qui a permis de faire des films après qui peuvent plus ou moins bien marcher, ça dépend. Est-ce que vous voulez qu'on aborde le dernier sujet sur les films de Seconde Guerre mondiale? Ça dépend si Franck a préparé une intro, parce que moi, j'en ai pas, hein. Euh, non, mais on est plusieurs à avoir vu la bataille de Gaulle. Après, moi, je n'ai pas vu celui avec Jean Dujardin, par exemple, et je pense que vous aviez mis celui-ci dans le lot des films récents sur la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Mais voilà, ouais, ça dépend si vous en avez vu, si vous en avez à proposer, et si vous voulez dire quelque chose là-dessus. Après, ça Bah, dépend, on compte récent depuis quand? Bah, récent, moi, je pensais ces 2-3 dernières années, mais on peut remonter plus loin, hein. Moi, au début, je parlais de Pearl Harbor, hein. Donc, ah oui. Pearl Harbor que Bah, j'adore. ah ouais, Ouais, le bah, film très bien. fonctionne sur moi. J'aime bien l'histoire d'amour, ce triangle amoureux. C'est un peu comme les méchants que je vous ai raconté tout à l'heure. C'est des trucs que j'aime bien, ça. Je vois. Pearl Harbor, c'est pas trop le sujet de l'histoire d'amour, mais je comprends, Alors ouais, mais l'histoire d'amour doit prendre 2 heures sur l'intégralité du film, hein, mine Et de ça rien. se passe à la Seconde Guerre mondiale, donc il a pas tort. mmh. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est à toi de voir, ce que tu veux raconter pendant cette période, hein. Regarde, Oui. récemment, on a eu Jojo Rabbit, c'était en 2019 Ouais. Oui. et on Mmh. suivait l'histoire d'un enfant. Enfin, le point de vue, d'un enfant qui a comme ami imaginaire Hitler et Et le film du coup, a est-ce que bien marché. tu l'avais vu, Akira? Ouais, il était pas mal. Il est... Ouais, t'avais bien aimé. Ouais, franchement, ouais. C'est pas ton cas, Franck? Je ne l'ai pas vu, mais Ah, j'ai pas très confiance au réalisateur, du coup. C'est ah, Watiti, hein? attends. À cause du Thor 4 là? Oui, c'est ça le problème. Ah ouais, 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 en En fait, particulier. sa carrière a été flinguée à cause de films Marvel, alors qu'avant, il faisait de très très beaux films qui étaient bien réputés par tout le monde. Bah, et Thor 3 Honnêtement, moi, c'était bien, j'ai. hein. Ouais, en plus, bah là, il a raté qu'un Ouais. tort. Il a raté qu'un film. Et tout le monde, du coup, le prend pour un peintre, Mmh. alors qu'au final, non, il a fait pas mal Et de. surtout en fait, c'est le discours qu'il a eu après à propos de Thor 4, vu que ça a été un bide, où il a juste fait ça Ouais. pour l'argent. Donc, Ah, il a Et dit il a ça? aussi avoué que ouais. Après, il a eu aussi un comportement qui était pas terrible, où en gros, normalement, tu as une émission, je sais plus si c'est GQ ou Variety qui propose à leurs réalisateurs de sélectionner une scène et de faire une description du choix du cadre, et tout ça. Et le gars, il a pris une scène de Thor 4. Bon, il était en promotion, hein, et il s'est foutu de la gueule des effets spéciaux, d'une de ces scènes, quoi. Bon, ça clairement, bon, voilà, tu évites de faire ça, même si tu es OK, c'est bien, tu es conscient que ce que tu fais, c'est pas bien. Mais bon, c'est pas une raison de te foutre de la gueule des effets spéciaux, alors que ce sont des gars qui ont dû cravacher pour essayer de te pondre ton film, quoi. Mais surtout qu'en plus, c'était à cette époque-là où les films Marvel, les effets spéciaux, en fait, ils payaient pas cher, et en plus, ils leur laissaient pas Ouais. beaucoup de temps. Et c'est ça, c'est pour ça que ça donnait des films comme Thor, je sais plus lesquels. Bah, c'était le 4, je crois, ou 5. Enfin, Love and Thunder, en tout cas, ou c'est le qui était 4. vraiment catastrophique à ce niveau-là, enfin. Ouais, ouais, Mmh. bah, Mmh. il y a pas mal de trucs où la production a voulu peut-être, être les bouchées doubles, pour sortir des films. Mmh. Donc c'était après, du coup, Thanos et c'est là où Disney s'est ramassé et il y a eu des polémiques par rapport à ça. Ils voulaient pas mal Ouais. produire à la sortie de Disney+. Mm. C'est comme, un bon exemple, on a eu, Peter Jackson pour Le Hobbit, où il a eu, très peu de temps pour sortir les 3 Hobbits Mm. Ouais. Après, pour revenir au sujet de base. de base, ça, c'est, par rapport aux films de guerre. Alors,
de Seconde Guerre mondiale. Je pense que c'est il y a eu un petit ventre mou fin 2000, ouais, je dirais. 2000, enfin année 2000, fin 2000, parce que là c'était beaucoup plus axé sur les événements de 2001, on va dire, avec ce qui s'est passé. Donc là, l'ennemi n'était plus les Allemands, les nazis et tout ça, c'était plus voilà. Euh, mais du Moyen-Orient. coup, là, comment? Le Moyen-Orient. Voilà, Moyen-Orient, on va dire ça. Et, Ou les et c'est Russes. seulement, je crois, après, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est après Dunkerque qu'il y a un renouveau, il y a une envie de refaire des films de Seconde Guerre mondiale. Parce qu'après, on a eu pléthore de films de ce genre-là, hein. On a eu donc du coup Dunkerque, on a eu Jojo Rabbit, Fury. Mais Fury, ça arrivait avant. deux. Fury Ah oui, avec Fury, Brad oui. Pitt. Tu sais, dans Fury le aussi, tank. ouais, Mais ça arrivait 3 ans avant c'est vrai. Dunkerque. Tu eu quoi d'autre encore? Oui, après tous les films français là dernièrement avec Jean Mais c'est vrai Dujardin, que Charles de Gaulle. après fin année 2000, j'ai envie de te dire, il y a eu Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Est-ce que c'est vraiment un film historique? Bah, c'est vraiment on est en pleine Seconde Guerre mondiale, hein, et c'est un bon gros nazi, Ouais, ouais, l'antagoniste. ouais, c'est une Seconde Guerre mondiale revisitée, quoi. Ah ouais, mais c'est ça le thème, hein. Ouais, ouais. Mais je sais pas, je l'avais complètement zappé ce film. Et Valkyrie aussi. Mmh. Ouais, du coup, on oublie ma théorie, hein. Heu, par contre, des films français qui s'intéressent à la Seconde Guerre mondiale, oui, en effet, il y en a un peu plus. Avec, il y a un biopic sur Jean Moulin. Il y a, le film là qui est avec, De Gaulle, enfin les 2 films, De Gaulle. Il y a eu aussi, putain comment ça s'appelle? Le film avec, Jean Dujardin, le Des rayons et des ombres, voilà. Donc, il y en a pas mal, hein, au final, en France. Après, je pense qu'il y a aussi c'est lié, à l'aspect, politique peut-être. Et où est-ce que c'est lié à la production aussi. Mmh. Heu, À la peut-être. production? Ouais. À la production de quoi? Non, mais genre, la prod, enfin, ils font des mauvais films ou je sais pas, ça marche pas bien. Après, il y a 7ème Compagnie, hein, ça marche bien, c'est culte. J'aimerais revenir un peu plus loin. Il y a aussi un retour comment dire? Par exemple, quand je sais que c'est pas la même époque, mais quand ils ont fait Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte-Cristo, Oui, de reparler de les productions genre Gaumont-Pathé, de mettre des sous dans des productions historique. montrons les moi je dirais, ouais, les héros français. Oui, oui. Tu vois? De Mmh. Gaulle, Monte Cristo, Jean Mmh. Moulin, Les Trois Mousquetaires. J'ai l'impression ils ont vu un filon. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, Est-ce que ça rejoint pas aussi, alors c'est encore une fois, hein, le côté politique et Canal, qui a envie de produire ce genre de film? Alors après, c'est pas la même chose, Jean Moulin et les Trois Mousquetaires. mais je parlais Il y en a un, des Non, c'est mais Oui, je mais parlais c'est un plus du le une côté, personne historique la France. et l'autre, Mmh. c'est oui, voilà, c'est ça, je parlais du futur ouais, je sais, historique. mais après ce qui vient d'Alexandre Dumas, enfin Alexandre Dumas, c'est quand même la personne qui a Inventer la un peu dramaturgie. façonné les séries. La première fois qu'on suivait une histoire, en plusieurs, enfin, en épisodes, après c'était dans des journaux, il me semble, je sais plus. Mais c'était, enfin les premiers formats, qu'on a aujourd'hui pour les séries, c'est Alexandre Dumas qui a inventé ça. Je sais pas et on a eu Napoléon par Ridley Scott, mais bon, c'est autre chose. Oui, enfin bon, non, non, on va pas parler de ça, Oui, mais après est-ce que ça reste un mauvais film? est-ce que ça reste un mauvais film? Oui. bah, Bah, peut-être. ouais, Mais après, je sais pas, parce que moi j'ai pas vu le film, mais je sais que les mauvaises critiques, c'est juste parce qu'il était pas honnête à 100 sur, les faits ouais. historiques. Mais ça veut pas dire que le film soit mauvais en mise en scène ou en autre chose. Parce Mmh. que les faits historiques, il y a pas mal de films qui respectent pas forcément, mais ils cherchent plus Non, non, mais à ouais, merde, du coup, enfin, on fait une parenthèse sur le Napoléon de Ridley Scott, ouais, ouais. Du coup, je non, non, si, moi j'ai vu la je version l'ai longue, elle est bien, elle est correcte, elle est pas sensationnelle non plus. Ridley Scott avait les moyens de faire des scènes de bataille épiques.
Les scènes sont cool, mais elles sont pas giga épiques. La seule scène de bien, c'est lorsqu'il brise la glace, qu'il y a l'armée au-dessus. La scène, tu l'as vu dans la bande-annonce, quoi. Il y a à peine 2 ou 3 plans de plus. Donc il y a une petite déception quand j'ai vu la scène au cinéma. Voilà, petite parenthèse que je referme. Donc c'était tes Ouais. attentes, en Mais fait, le film est pas qui terrible non t'a plus, hein. fait descendre. Par rapport au personnage de Napoléon, il y avait moyen de faire mieux quand même, quoi. Mmh. Je Enfin bref. Moi, ce que je veux mmh. dire, c'est que oui, c'est pour revenir, c'est que les producteurs français, je pense qu'il y a toujours un filon pour parler du patrimoine. Oui. Et là, en ce moment, la Seconde Guerre mondiale, et avec le côté entre guillemets, bah, comme il y a eu à Cannes avec Gilles Lellouche, politique, ils se disent: «Il y a peut-être un filon monétaire à tirer». Ah non, mais ça, c'est le souci des productions même françaises. Même dans Oui, mais voilà, c'est pour ça le retour des films, de la Seconde Guerre mondiale, Oui. bah, il y a un lien à faire, Et puis, voilà. on parlait de Canal+, mais il n'y a pas que Canal+. Par exemple, si tu veux des financements du CNC, tout ça, bon, bah, on peut presque dire que les problématiques liées à la montée du nazisme et tout ça, et donc de l'extrême droite, c'est d'actualité aujourd'hui. Donc en fait, tu pas du mal à aller trouver des budgets pour financer ce type de film parce que ça fait écho à notre propre actualité. Comme tu le disais, Slaughter, il y a un côté très politique ah oui, ça, c'est à peut-être, cette c'est vrai. remontée de ça. Voilà. Mmh. Ouais, c'était plus ça que je cherchais, hein, du coup, en fait, les raisons pour lesquelles ils sortaient de plus en plus, justement, ce genre de film qui traitaient cette période. Le côté politique, je suis entièrement Mais ça va d'accord, peut-être moi. s'arrêter parce qu'avec l'échec de Gaulle, bon, ben, peut-être que, ils vont dire: «On arrête les frais, ça n'intéresse pas les gens finalement». Après, il y a d'autres films qui vont venir, hein, qui ont été présentés notamment à Cannes, hein. Bah, Ouais, Lelouch, il en a fait plein, non? Oui, la dernière fois, on regardait, je crois. Jean Moulin, le fait qu'il y a un film aussi sur, la France occupée. ouais. Il y a de quoi faire, hein, si ça se trouve, De Gaulle était tellement une exception que, ben, au final, ça va pas être c'est un phénomène Ah et au oui, mais final, ça va d'ailleurs, ça me pas fait être pris en penser, compte, quoi. que du coup, après avoir vu la bataille de Gaulle, je me suis renseigné sur, Jean Moulin parce que je connaissais pas grand-chose finalement de sa vie et il y a moyen de faire un film d'action, mais de folie quoi, sur, Jean Moulin. Donc, j'ai fait bah, ouais, mais j'ai de gros doutes sur, le côté, action et film d'aventure, tu vois? Parce que, enfin, la manière dont il s'est investi, durant la Seconde Guerre mondiale est juste incroyable. Enfin, lisez juste sa page Wikipédia, vous allez halluciner, si à moins que vous connaissiez déjà bien le personnage, mais, tu dirais, c'est quasiment un Tom Cruise, avant l'heure. Enfin, c'est un Ethan Hunt, de la Seconde Guerre mondiale, quoi, du coup, et ouais, bon, ben, voir Lelouch, jouer, Jean Moulin, je suis pas sûr que c'est l'angle qui a été choisi, mais bon, on verra, il y aura peut-être une bonne surprise. Mmh. Après dans De Gaulle aussi, il y a Jean Moulin qui apparaît, hein. Oui, bah, justement, c'est pour ça que ça m'a titillé et je me suis dit: «Tiens, mais est-ce que c'est vraiment arrivé?» et cetera et cetera. Est-ce qu'ils se sont vraiment rencontrés comme ça, tout ça? Ouais. Après pour le film De Gaulle, j'avoue, je garde un peu, une petite réserve parce que Petite bon, cartouche, ouais. entre c le film est censé, co non mais c'est censé être un film sur De Gaulle et finalement quand je le vois, à l'écran, j'ai l'impression que c'est pas le vrai De Gaulle, quoi. Ah, c'est pas De Gaulle, c'est de la Gaule. Enfin, il y a peut-être un jeu de mots, un peu là-dessus. Car De Tu veux Gaulle dire que j'ai vu un film, autre De Gaulle? sur la Gaule. Voilà. Non, non, Voilà. mais ben, je Non, veux non, pas mais spoiler, le film, La bataille de Gaulle, mais du coup, ce qui se Mmh. passe dans la bataille de Gaulle, en tout cas avec, le général et Jean Moulin, c'est vrai quoi, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est romancé bien sûr, mais, ils se sont vraiment rencontrés, donc, du coup, bah, on va dire que ça c'est la première partie, mais c'est même la première partie de l'histoire de Jean Moulin, parce que je sais pas si on verra la suite. J'espère qu'on verra la suite. Mmh. Donc Ouais. ouais, ben, du coup, Après un mmh, film, ils en mmh. font ce qu'ils veulent, hein, tu sais, l'interprétation historique, tout ça. Ça dépend de la vision du réel. Mais après, ouais, je trouve ça aussi dangereux parce que je comprends qu'ils font ce qu'ils veulent, mais il faut pas non plus qu'ils s'éloignent trop du matériau de base parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui prennent ça par argent comptant sans vérifier derrière ce qui s'est vraiment passé et ils Ouais. vont se dire, bah, ouais. tiens, Bah, ouais, mais un film, ça reste enfin, un langage. Quand on regarde un film, on regarde plus l'interprétation d'une chose que visuellement. C'est comme,
lorsque un chevalier dégaine son épée, on entend un bruit de fer alors qu'il n'est pas censé en Ouais. avoir de Oui, base. t'as aussi les combats à l'épée qui sont censés être plus courts que ça. C'est dur. Je crois que ça s'appelle l'effet coconut ou un truc comme ça. On entend des bruits de noix de coco pour imiter les pas d'un cheval, peu importe où est-ce qu'il est, mais juste pour qu'on comprenne. Donc en général, c'est juste Ouais, oui. l'interprétation. Bah, alors pour reprendre une interprétation plus concrète par le général de Gaulle, bah, du coup, il a dû prendre des décisions militaires extrêmement difficiles. Donc tu vas l'humaniser pendant 1h30. Il va prendre cette décision militaire, mais au final, il peut être responsable de la mort de centaines, voire de milliers de personnes, tu vois, juste pour une décision. Alors, est-ce que la décision, elle est justifiée? Est-ce que, historiquement, elle était justifiée? Et ensuite, ben, du coup, dans le film, si tu présentes De Gaulle comme un personnage extrêmement humain, bah, du coup, tu vas avoir de la compassion, tu vas te dire, ah, mais oui, il n'avait pas le choix, ah, bah, il a bien fait de prendre cette décision-là. Mais si tu le présentes comme un personnage froid et seulement historique, quoi, vraiment comme un général, du coup, tu vas dire, ah, mais il a envoyé plein de jeunes mourir au combat, c'est un tortionnaire, enfin, tu vois. Et il y a un gros défaut, j'imagine, qu'ils l'ont pas mis dans le film aussi. Bah, en fait, il a. Et il avait ses défauts et après, tu vois, c'est ça, c'est la vision du réel. Et bah, dans le film, ouais. Ce qui est bien dans le film, c'est que j'ai trouvé, c'est qu'il présentait un peu les deux, en fait, les deux facettes. Euh, Ah le ouais? général un peu Parce froid. qu'il y a un défaut, est-ce qu'il blanchissait ses troupes avant de libérer Paris, etc., la Est-ce France? que j'ai pas compris, excuse-moi. On n'est pas encore à cette étape-là. Ah oui, ouais, ouais. Ah, Ouais, le film est en deux parties, hein, parce donc, que je sais pas s'il va le faire ça, mais genre, en gros, De Gaulle, il voulait pas que la France soit libérée par des gens de couleur. Non, mais non, je te crois pas. C'est Ça, c'est connu, non? Je pensais si, que c'était si. connu. Ok, d'accord. Ouais. Ah non, j'étais pas au Ah, tu courant de vois? ça. Même là, elle est au Ah, courant. Perso, je savais pas. Ok. Mais, bah, mais en fait, j'ai regardé des documentaires sur le général de Gaulle après le film et j'ai pas vu ça. Eh ben, dans des faits historiques où on cherche à établir un point de vue qui peut être très mauvais, il y a la naissance d'une nation. Alors, c'était fait en 1900, 15. en quelle année? Non, 10 ou 15? 15. Sur la naissance des États-Unis, et le film est hyper raciste, hein. Alors franchement, ça, alors ça, Ah, mais il est connu pour ça, hein. on raconte la naissance d'une nation, mais c'est hyper Il est raciste sur les connu Noirs. pour ça. Voilà, exactement. Ouais, mais il est hyper long, non? Il fait pas plus de 3 heures? Ouais. Je crois qu'il y avait eu un remake où c'était pour contredisait ou un truc comme ça, fait par un noir Ah, c'est justement. pas, Black, Klansman? Non, le film de Spike Lee, non, après Spike Lee, c'est une figure assez importante aux États-Unis vu que c'est un grand réalisateur noir qui a fait pas mal bouger les ouais. choses, qui est rentré dans des mouvements, etc. Mais je crois que c'est Birth of the Nation. Et il y a eu du coup un premier film où c'était hyper dénigrant envers la communauté noire. En même temps, vu l'époque, on faut s'y attendre. Mais il me semble qu'il y a eu un remake où c'était justement pour critiquer ce film-là. Enfin, une critique indirecte. Ouais, 1915, Birth of Nation. Mm. Donc ouais, bah c'est comme ça, hein, c'est la vision du réal et il choisit un peu ce qu'il a envie de faire comme film. Après, le film de Seconde Guerre mondiale, il y en aura toujours et voilà et puis voilà, hein. Après, c'est vrai qu'à certaines périodes, je pense que années 90, peut-être début 2000, on a eu pas mal de films, Seconde Guerre Ouais, mondiale. c'est cyclique en général. Mm. Et surtout, on Donc ça dépend parle des surtout périodes. des Français, mais surtout avant, il y avait pas mal de films américains, justement, qui s'étaient fait sur la Seconde Guerre mondiale. Parce que, effectivement, c'était leur moment de gloire aussi. Ils racontaient l'histoire à leur sauce. Pas Soldat Ryan, c'était quand ça? 98. Dans les années fin 90. Ah oui, 98, ça Ryan. remonte à C'était 18. 89? Non, ou 91? Non, 88? 98, Soldat Ryan. Ah ouais? Ah peut-être. Voilà. C'était quel film en 88, 89? La scène d'intro de Soldat Ryan, moi, m'a toujours marqué. L'ouverture, c'est l'abattoir. Attends. Ah oui. Non, oui, oui, le 90 et j'ai confondu avec un autre film. Non, mais il y en aura toujours. Après, c'est vrai que selon la période, c'est comme les films de gangsters. Il y en a eu pas mal pendant les années, c'est entre 30 et 34 qu'il y a eu une explosion de films de gangsters.
Parce que ça arrivait juste après la prohibition aux États-Unis, avec la crise qu'il y a eu. Et donc, on mettait en avant, du coup, ce type de film avec un personnage issu de l'immigration, le rêve américain. Après, il y a la fraternité, la trahison, jusqu'à le décès du gangster. En général, il y a toujours ça. Puis la période s'est finie à cause de la lassitude des gens. Donc, ça dépend aussi du contexte à l'heure actuelle. Mais après, si on parle de Seconde Guerre mondiale, où vous avez parlé du parti politique, je sais pas quoi, vous vous souvenez du film La Vague, là, un film allemand? Ouais. Ah Ouais, oui. moi j'adore les remakes. Les, Ouais, les, les films fascistes. Non, je cherchais le mot, où les gens, ils ont retravaillé les dialogues. les fascistes, les films de fascistes, hein? Les quoi? Non, j'ai pas entendu. Les quoi? Les films de quoi? Non, non, La Vague, ils ont fait beaucoup de parodies sur YouTube. Et des parodies de la vague. Hein, hein. La Je Vague, t'invite à ça a finir suivi ta ça ou phrase c'est parce que pas un là, film là c'est très Non, je confonds avec tendancieux. La Hein. Chute. Ah oui, Ah d'accord. oui, Ok, d'accord, d'accord. oui, oui. Ok, c'est un truc et il me raconte, il me dit le pire. Ah, je Non, 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 c'est non, trop bien. j'ai À la fin. confondu entre la Vague et la Chute. Où La Chute, ils ont fait beaucoup de Ouais, ouais. parodies avec Hitler, quand il Oui, s'énerve. oui. Oui, 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 oui. Enfin bref, La Vague était sortie en 2008, film allemand par Gansel. Il avait expliqué que qu'il voulait répondre à une idée qui était répandue par de nombreux jeunes Allemands, où il se disait que ça ne pouvait plus arriver de nos jours. Et du coup, le film Ouais. explique que les gens, sans se rendre compte, créaient un Mais c'était mouvement une expérience, je fasciste. crois, à la base, avant d'être. Oui, c'est ça, c'est une Oui, expérience. C'est ça qui l'expérience, s'appelle ça venait des années 60. Ouais, quand même. Fait par un Américain. Mais vu ce qui se passait dans les années 2000 où il disait que ça pouvait plus se reproduire, il a entendu ça par certains jeunes. C'est pour ça qu'il avait fait le film. Parce que de base, ça reste une expérience. Mais vu qu'il entendait des jeunes dire que ça n'arrivera plus, il a fait le film. Ouais, c'est des devoirs de mémoire. En plus, le fait que ce soit en Allemagne, c'est important, je trouve. Bah tiens, il y a eu aussi C'est la ça, zone c'est pour d'intérêt. ça. Hein. J'ai toujours pas vu celui-là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il est sur France TV, je Très bon crois, film. d'ailleurs. Ah, je l'ai Ouais, pas vu excellent. celui-là. Parle de quoi déjà? C'est ils vivent à côté d'un camp d'extermination, c'est ça? C'est ça. Sauf que tu le vois pas. Je pensais à Mm. Donc ça se fait toujours, hein. de quoi? Les films de Seconde Guerre mondiale. Non, c'est pas ça le principe du Ah, OK. sujet? Je Tu croyais croyais quoi? je croyais que tu parlais de quoi? Les camps. J'ai dit: «Où ça?» Les camps de concentration se font toujours? Les génocides aussi. Voilà, allez. C'est bon, on part sur le sujet. Il y a plus de sujet. Allez, Allez, c'est on bon. passe sur la liste de synergie, voilà. Ouais. C'est quoi ça? La liste de synergie, non, je vais déraper. Je vais rien dire. Je vais rien dire. Ouais, ouais. Du coup, est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses par rapport au film de Seconde Guerre mondiale? Non. Non? Bah, très bien. Non. Je pense qu'on peut clore ce sujet. Est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses? Ah oui, une troisième guerre mondiale, mais là, tu crois? On espère qu'il y aura pas une troisième Ah. pour lancer les films. Ah, ça fera d'autres films encore, c'est cool ça, non? Ça fait aussi des jeux. Des jeux? Je pense à Call of, le prochain Call of, Ouais. c'est un conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il y a tellement eu de Call of Duty qui Donc sont voilà. sortis, je pense qu'ils ont tout fait, hein. Ouais, il y a des robots à un moment donné, bref. Oui, mais ça, c'est plus science-fiction, mais là, c'est un contexte où quand même la Corée du Nord et la Corée du Sud, ça reste tendu. Il y a eu quand même des tensions, il y a pas longtemps. Il y en aura toujours. Ouais, je sais, mais bon, c'est un peu pas mal chauffé, où il y a eu des essais de missiles ou je sais pas quoi. C'est pour ça qu'ils ont dû faire le jeu, je pense. Je pense qu'on a fait le tour. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui sur Synergie. Merci à toute l'équipe pour cette discussion passionnée. Pour participer au prochain épisode, n'hésitez pas à rejoindre le serveur via le lien en description. Devenez-vous aussi le moteur de cette émission. Portez-vous bien, regardez plein de films et de séries. Salut à tous!